Alors bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous situez dans la planète pour cette conférence que je voulais vous présenter concernant donc découvrir comment la pleine conscience intuitive favorise l'éveil dans toutes les dimensions de l'être. Alors c'est un grand sujet. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la première conférence que je vous ai présentée il y a quelques semaines, c'était surtout sur la dimension santé énergétique. La seconde conférence était plus orientée sur l'aspect psycho-émotionnel, avec donc l'émission de vie aussi, avec tout ce thème-là qui était touché également dans cette conférence-là. Et évidemment, cette troisième conférence-là, plus pour objectif de vous parler donc de l'aspect spirituel. Alors, vous voyez que donc, je voulais vraiment faire une conférence spécifique pour chacune des dimensions, avec donc un thème, une information intéressante pour que vous puissiez donc avoir une idée de ce qu'on peut faire avec la pleine conscience intuitive. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger, je pratique donc les thérapies intuitives depuis pas mal longtemps, certainement plus de 25 ans maintenant, puisque les années passent. J'ai également j'enseigne l'intuition et les soins énergétiques depuis plusieurs années, plus de 15 ans. J'ai également auteur de plusieurs ouvrages dans le domaine. Et puis, je donne des conférences et tout ça. Ça m'amène donc à vous présenter cette conférence-là d'aujourd'hui qui a pour objectif donc de vous donner de l'information sur comment on peut justement... Qu'est-ce que c'est que l'éveil, pour commencer peut-être. Hein? Puis ensuite, bien évidemment, mieux comprendre ce qu'est l'éveil à travers donc les grandes traditions spirituelles, pourrait-on dire, puis les grandes tendances actuelles aussi, puisqu'il faut bien le dire que la spiritualité a pris une vision, une couleur différente avec l'Internet, avec tous les médias sociaux aussi, qui ouvrent la porte évidemment à une plus grande diversité d'accès d'informations sur la spiritualité. Alors j'ai pensé que ça pourrait être intéressant aussi d'aborder ça sur ce sujet-là. Donc, qu'est-ce que c'est que l'éveil? Alors d'abord, avant tout, est-ce que je suis un être éveillé? Pourquoi pas? On peut commencer comme ça. Je vous dirais que l'éveil, c'est quelque chose qui se fait à tout moment, à tout instant, chez chaque être humain. C'est-à-dire que l'éveil, donc tout être humain a un degré d'éveil plus ou moins important. On peut être éveillé à des choses très simples, par exemple être éveillé simplement à sa réalité corporelle, avoir envie d'être en forme physiquement, d'avoir envie effectivement d'être conscient de son corps, d'avoir une certaine sensibilité à l'idée à quelque part que notre corps, on se sente bien dedans. C'est une forme d'éveil. Alors vous voyez que l'éveil, ça peut prendre vraiment plusieurs couleurs. Quand on parle d'un éveil spirituel, on va parler souvent d'un être humain qui a donc un éveil qui va le mettre en contact justement avec une forme d'expression plus élevée de lui-même. Cette forme d'expression plus élevée, c'est ce qu'on va appeler la dimension spirituelle. C'est comme un sentiment qu'on est relié à une source, à une forme de lumière, une forme de sagesse intuitive, intelligente, qui va nous permettre donc de pouvoir nous détacher d'une certaine façon de l'illusion, entre guillemets, terrestre, hein, de cette matière-là, pour comprendre que derrière cette matière-là, il y a une forme de relation avec quelque chose de plus grand, de plus vaste, qu'on pourrait appeler une forme de réalité parallèle, qu'aujourd'hui la physique quantique aborde comme étant un peu comme un univers super lumineux, c'est-à-dire que dès qu'on est capable de dépasser la vitesse de la lumière, on est donc en mesure d'accéder à cet autre univers-là, puisqu'avec nos yeux, on n'est pas capable de voir la réalité qui dépasse... qui va plus vite que la lumière, on n'est pas capable de la voir avec nos yeux. Par contre, les physiques quantiques mettent en évidence de plus en plus cette idée qu'il y a donc une autre réalité que celle qui est observable par nos yeux. Et ce serait une réalité dans laquelle les particules vont plus vite que la lumière. Et on peut maintenant envisager que cette idée de l'éveil, mais c'est cette capacité sans doute de pouvoir accéder à cette réalité-là parallèle et de commencer à prendre conscience justement que derrière la matière, au-delà de la matière, il y a une autre réalité. Cette autre réalité-là, on peut facilement envisager maintenant qu'elle a plusieurs prismes, plusieurs couleurs, plusieurs strates. On pourrait dire, ah, mais il y a une dimension énergétique. Par exemple, on peut voir l'énergie autour des meubles qu'on peut observer autour des gens. C'est une perception plus énergétique, mais on peut envisager que cet éveil-là peut élargir notre conscience à un point qu'on soit capable de voir, par exemple, des mémoires autour des êtres humains. Ces mémoires-là qui sont émises par eux, qui sont émises par des mémoires d'autres vies, etc. On peut facilement envisager qu'on peut aussi accéder à des réalités encore plus larges, qui nous mettraient en relation avec davantage avec une forme de lumière pure, avec l'âme, avec le soi supérieur. Vous voyez, donc c'est ça un peu l'éveil, hein, c'est-à-dire que plusieurs couleurs à l'éveil, et chacun d'entre nous, nous sommes dans le processus de l'éveil, quel que soit où est-ce qu'on en est, on est dans cette échelle-là, on est dans cette évolution-là, pourrait-on dire, et dans ce sens-là, l'éveil, c'est qu'est-ce que c'est? C'est qu'à partir d'où est-ce que je suis, à partir d'où est-ce que je suis, même si je suis dans le très très fond du bas de la cave, comme on dit, je suis dans un processus d'éveil aussi. Et l'éveil, c'est une capacité de me relier
à une forme de lumière qui est plus grande que celle dans laquelle je suis présentement. Alors, c'est comme ça que moi, j'aimerais ça définir l'éveil pour commencer. Ça veut donc dire, effectivement, très simplement, de prendre conscience que chacun d'entre nous, nous sommes dans un processus d'éveil dans la mesure où on accepte justement l'idée que pour chaque jour, on est dans un processus de progression, d'évolution, d'une plus grande connaissance de soi qui va me permettre progressivement d'accéder à une lumière de plus en plus grande et de plus en plus large dans ma propre vie. Alors cet éveil-là, c'est comme une forme d'expansion de conscience. À chaque fois que je fais une expansion de conscience, je suis en train d'augmenter le processus d'éveil dans lequel je suis. Alors, ce processus d'éveil-là, quand on commence à le comprendre de cette façon-là, on comprend que l'être humain que je suis, ma main, c'est l'être humain que je suis. Alors cet être humain-là, quelque part, pour qu'il puisse s'éveiller, il lui faut justement accepter donc que la Terre, que l'énergie tellurique de la Terre puisse circuler à travers lui, que l'énergie du ciel puisse circuler à travers lui, comme si j'étais un canal finalement, et ce canal-là, qui va circuler à travers moi, va se faire sans aucun obstacle, sans aucune difficulté, dans un contexte d'éveil parfait. Par contre, on est tous, en tant qu'être humain, sur le chemin de l'éveil, et ce chemin de l'éveil-là implique justement qu'on ait donc des ondes de friction, des ondes de tension dans notre corps, et que quand ce processus d'éveil, cette énergie lumineuse, de lumière, se manifeste dans mon corps d'une façon libre et fluide, inévitablement, elle peut rencontrer des obstacles, des résistances, des difficultés. Et c'est là que l'éveil peut devenir, à ce moment-là, peut donc entraîner des problématiques, qui peuvent toucher l'aspect énergétique, l'aspect psycho-émotionnel, l'aspect spirituel aussi. Donc on se rend compte évidemment que l'éveil, c'est une expérience spirituelle tout à fait positive, mais inévitablement, à l'intérieur de ce processus de l'éveil, il peut se produire des moments de crise, des moments de plus grande difficulté. Moi, par exemple, si je prends un exemple très personnel à moi, il y a plusieurs années, j'ai vécu une séparation et j'ai vécu une forme de crise de foi spirituelle, alors que je suis dans le milieu spirituel et que je pratique des consultations et tout ça depuis des années. Mais j'ai eu une crise parce que je me suis rendu compte finalement qu'à travers cette séparation-là, j'avais développé une certaine forme de... Comment dire? La situation, c'était que j'avais donc... fait des consultations pour cette personne-là. Ces consultations-là que j'avais fait m'avaient mis en contact avec des réalités, par exemple de la séparation. Je pouvais dire que intuitivement, j'avais perçu la séparation. Sauf que comme j'étais dans un processus où le travail dans lequel le travail intuitif était comme quelque chose qui était à l'extérieur de moi, c'est-à-dire que j'avais même parlé à cette personne-là de cette réalité-là, sauf que je ne l'avais pas enregistré moi en tant qu'être humain. Alors quand ça s'est produit, la séparation, quelque part, avec le recul, j'ai découvert des enregistrements donc de consultations que j'avais pu faire avec cette personne pour l'aider, et j'avais compris quelque part que j'avais vu ces choses-là, mais que je ne les avais pas entendues, je ne les avais pas enregistrées. Et ça a été un peu comme une impression d'être un peu comme... je suis tombé dans ma personnalité complètement, et je suis tombé dans une problématique à quelque part un peu de victime, l'impression à quelque part d'avoir été trompé par la spiritualité, par la voie spirituelle. Ce qui n'était pas nécessairement le cas, hein, on est d'accord. Sauf que ça me fait remonter en moi cette blessure-là que j'avais déjà vécue en tant qu'enfant. Alors, vous voyez que dans ce sens-là, c'était un processus d'éveil. Cette séparation-là était certainement une crise d'éveil que ça me permettait d'expérimenter, sauf que je n'ai pas pu l'assumer. Je n'ai pas pu l'assumer parce que cette crise d'éveil-là me demandait justement de faire face à des blessures émotionnelles qui étaient en moi, que je n'étais pas capable de gérer. Ce qui m'a amené donc effectivement à sombrer là-dedans, puis à me perdre un petit peu là-dedans. Vous voyez? Alors vous voyez, c'est un exemple que je vous donne pour faire comprendre qu'on est tous dans une démarche donc d'éveil, et que l'éveil évidemment consiste justement à faire remonter à notre conscience des choses, des blessures de notre passé, qui n'ont pas été gérées, qui n'ont pas été réglées. Alors ça peut toucher autant l'aspect vitalité que l'aspect psycho-émotionnel que l'aspect spirituel. Et dans ce sens-là, bien évidemment, tout au long de notre vie, on est confronté en quelque part à cet éveil qui est permanent, qui est régulier, hein, cette ouverture que l'on fait envers soi-même, et cette difficulté de pouvoir justement faire face à ces difficultés-là pour être en mesure d'arriver à trouver une forme de paix, une forme de tranquillité, une forme d'intégration de l'expérience. Alors, j'aimerais peut-être vous parler de deux grands mouvements pour commencer concernant cette notion d'éveil. Que moi j'appelle ça des résonances limitatives et des résonances expansives. Je vais vous expliquer en quoi qu'est-ce que ça signifie. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, j'évolue, je progresse dans la vie, et selon mon niveau de conscience, selon ma capacité à absorber la lumière dans mon propre corps, je vais être capable donc d'émettre de la lumière moi-même. Cette lumière-là va donc avoir une certaine somme d'informations.
C'est-à-dire que si, par exemple, j'étais victime, comme je disais tout à l'heure, bien évidemment, le rayonnement énergétique qui est en moi va dégager une impression de victime. Donc, évidemment, la loi de l'attraction va se manifester puis va m'amener à rencontrer des gens qui vont simplement me reproduire la position de victime que j'ai adoptée et va me refaire revivre ça d'une façon constante et continue, tant et longtemps que je n'aurai pas dépassé cette expérience-là, tant et longtemps que je n'aurai pas intégré cette expérience-là. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire qu'il y a des résonances limitatives qui vont en résulter. C'est-à-dire que moi, parce que je suis dans ma position de victime, je vais raisonner avec des gens qui vont aussi être dans une position de victime. Même si ces gens-là ne sont pas strictement dans une dynamique de victime avec moi. C'est-à-dire que c'est ça la complexité de la chose. C'est-à-dire que plus j'évolue dans mon cheminement, plus je vais rencontrer des gens qui ont un certain degré d'évolution qui peuvent être même similaires au mien, mais en même temps qui ont également des blessures émotionnelles, psycho-émotionnels qui peuvent être en eux et qui vont faire que tous les deux, on va se rencontrer, on va vivre la loi de l'attraction et cette loi d'attraction-là va donc présenter une certaine couleur d'évolution, mais en même temps, il y a la blessure émotionnelle qui va résonner l'un avec l'autre et qui va faire qu'on va revivre, amplifier quelque part l'expérience émotionnelle qui va nécessiter justement à ce moment-là que tous les deux, on soit capable de faire face à cette blessure émotionnelle-là et que l'on puisse grandir. Alors, quand j'appelle la résonance limitative, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que limitative, c'est donc dire quelque chose qui me limite. C'est-à-dire que tant et longtemps que je suis en résonance limitative, c'est-à-dire que je vais donc me mettre en relation avec des gens qui vont avoir du matériel psycho-émotionnel similaire au mien et qui vont me limiter d'une certaine façon. Alors, cette limitation-là, elle va exister tant et longtemps que je ne suis pas capable de la dépasser. Et quand je dis limitatif, ça nous dit que c'est quelque chose de répétitif aussi. D'ailleurs, on a tous remarqué que dans notre vie, on a des fois l'impression de revivre toujours la même chose. On a des cycles où on a l'impression de toujours rencontrer le même genre d'individu. Tout simplement parce que on a des blocages émotionnels qui sont en soi, et ces blocages émotionnels nous confrontent à devoir revivre une répétition permanente et continue d'une même relation, ou d'une même dynamique relationnelle plutôt. Alors, vous voyez que l'éveil, à ce moment-là, va se retrouver dans une position que j'appelle, moi, d'intégration, c'est-à-dire que je vis un éveil, mais l'éveil, je ne parviens pas à l'intégrer. Donc, je vais revivre un même genre de dynamique relationnelle pour m'obliger, moi, en tant qu'être humain, de reconnaître que j'ai une blessure, de commencer à faire un travail sur cette blessure émotionnelle-là pour qu'elle ne soit plus justement en rejet de ma propre personne, que je ne sois plus en mesure de la rejeter comme je le faisais auparavant. Et de cette façon-là, j'ai fait un travail de réintégration qui va me permettre d'assumer cette charge émotionnelle qui est en moi et de pouvoir me dégager de la limitation dans laquelle j'étais. Ce qui va m'amener à ce moment-là à expérimenter la résonance expansive, c'est-à-dire un état où je vais commencer donc à accueillir, quelque part, la lumière qui est en moi, à lui permettre de s'exprimer d'une façon juste et appropriée en moi. Et à ce moment-là, la loi de l'attraction va se manifester différemment parce que je vais être capable de me relier à des gens qui vont élever mon champ de conscience, qui vont m'aider simplement à incarner à quelque part cette lumière qui est en moi et à permettre donc à une évolution plus grande de se faire. Alors, vous voyez que c'est ça, c'est un cycle. Ces cycles-là que je viens de vous parler sont vraiment des expériences qu'on rencontre tous d'une façon très régulière dans notre vie. On en est plus ou moins conscient quelquefois, mais si on regarde notre vie, on voit bien qu'il y a des phases vraiment limitatives qu'on appelle, qui sont des phases de répétition et qui sont reliées souvent à de la souffrance et de la douleur, parce qu'on n'a pas compris le sens de ces expériences-là, alors que ces expériences-là sont uniquement là pour nous aider justement à intégrer quelque chose qu'on n'a pas encore intégré, qui vont nous permettre ensuite de pouvoir expérimenter la résonance expansive. Et plus la résonance expansive est présente, plus cela veut dire que je suis de moins en moins, que je suis de plus en plus capable d'assumer qui je suis et d'assumer la lumière de qui je suis. Et c'est là qu'on peut parler d'un éveil plus intégré, qui va se faire d'une façon plus régulière et plus naturelle, je dirais. Donc voilà, ça c'était un peu la présentation de qu'est-ce que l'éveil. Donc, s'il y a des questions, évidemment, n'hésitez pas à me les faire savoir dans le chat. Vous pouvez les poser à tout moment. Puis moi, je pourrai répondre à ces questions-là tout au long de la conférence, si vous le souhaitez, bien évidemment. Alors, voilà. Donc, maintenant que je vous ai parlé de qu'est-ce que l'éveil, j'avais peut-être envie de vous présenter l'éveil dans ces trois dimensions. C'est-à-dire qu'on peut parler d'un éveil qui touche la dimension énergétique, un éveil qui touche la dimension psycho-émotionnelle, et on peut certainement parler d'un éveil qui touche la dimension spirituelle. Alors, dans la dimension énergétique, par exemple, on peut parler maintenant des gens, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de gens qui se nourrissent de la lumière, c'est-à-dire qui prennent de la nourriture pranique, c'est-à-dire qu'ils ne mangent plus, et ils vont se nourrir donc de la lumière, tout simplement. Donc ça, c'est un bel exemple d'un éveil de la dimension énergétique. C'est-à-dire que ce sont des gens, quelque part, qui sont capables justement de se syntoniser
avec la lumière, avec le prana, avec l'énergie, et qui commence justement à se libérer de certaines obligations terrestres pour pouvoir justement accéder à une forme d'éveil. Alors ça, c'est un exemple de cet éveil de la dimension énergétique. Il y a des gens également qui vont aussi, dans cette dimension énergétique-là, avoir qui vont maîtriser le prana. Je pense à des exercices, je vais vous parler vraiment d'exemples très caricaturaux, mais je pense au karaté, par exemple, à des gens qui ont une maîtrise du karaté. Le karaté, à quelque part, c'est un entraînement qui nous permet donc de développer un pouvoir sur l'énergie, être capable de canaliser l'énergie, puis être capable de la distribuer de façon à ce que cette puissance énergétique-là qu'on apprend à absorber, on puisse la diriger puis manifester une puissance et une force. Il y a le tai chi aussi, des maîtres en tai chi qui vont développer aussi une connaissance de la dimension énergétique d'une façon très très poussée, qui vont les aider, les amener donc à développer vraiment un éveil de cette dimension énergétique. Il y a évidemment les guérisseurs qui vont travailler avec l'aura, par exemple, qui vont vraiment avoir un certain éveil aussi de la dimension énergétique, puisqu'ils vont être capables de bien cerner à quelque part ce qu'ils émettent eux comme énergie, puis être capables de cerner ce que les autres émettent comme énergie aussi. Donc vous voyez que ce sont des exemples d'une forme d'éveil à la dimension énergétique que je vous nomme là. Cet éveil-là de la dimension énergétique n'implique pas pour autant qu'on ait un éveil dans la dimension psycho-émotionnelle et spirituelle. C'est important de bien cerner ça. Parce qu'on a souvent tendance, nous, parce qu'on est des êtres humains et parce qu'on a une fascination vers d'autres êtres humains, on peut facilement mettre des êtres humains sur un piédestal. On a tendance peut-être des fois à croire que parce qu'une personne a un éveil dans une dimension énergétique, par exemple, qu'elle est systématiquement éveillée dans la dimension psycho-émotionnelle et spirituelle. Ce qui n'est peut-être pas le cas nécessairement. Et on va donc poursuivre dans ces éveils-là pour bien comprendre comment est-ce que c'est possible qu'on puisse être éveillé dans une dimension puis pas dans l'autre. Mais tout simplement parce que quelque part, on est des êtres humains, puis on développe des spécialisations, pourrait-on dire, en tant qu'être éveillé, pourrait-on dire. Alors, ceux qui ont un éveil de la dimension énergétique, ben souvent, par exemple, les gens qui ont une conscience, qui développent une nourriture pranique beaucoup, ce sont des gens qui ont une certaine attention vers leur alimentation ou qui ont des problèmes digestifs d'importance, donc qui vont développer cette spécialisation-là parce qu'à quelque part, ils ont une orientation déjà assez claire en eux concernant cet aspect-là. Alors, quand on touche l'aspect psycho-émotionnel, on va toucher un peu la même chose, la nature psycho-émotionnelle, l'éveil de la nature psycho-émotionnelle, mais évidemment, ça repose dans un premier temps sur la connaissance de soi. Alors, l'éveil psycho-émotionnel va impliquer justement que je sois capable de connaître qui je suis. Alors, connaître qui je suis, ça ne veut pas dire simplement connaître qui je suis en fermant les livres, en se disant, ben voilà, aujourd'hui je me connais, je ferme les livres et c'est fini. Je pense que c'est pas comme ça que ça évolue, puisqu'on sait qu'à travers cet éveil de la vie, parce que tout au long de ma vie, je vais m'éveiller, ben inévitablement, cette connaissance que j'ai de moi-même, elle va s'éveiller aussi tout au long de ma vie. Moi, si je regarde quand j'avais 20 ans, quand j'avais 40 ans, là j'ai 55, quand j'avais 50 ans, j'avais une nature de l'éveil qui était différente, j'avais une compréhension de l'éveil qui était différente, parce que j'avais un certain degré d'éveil, un certain degré d'expérience de la vie, et j'avais finalement une certaine façon de voir les choses qui s'est développée à travers les années et qui m'a amené aussi à prendre conscience que la connaissance que j'ai aujourd'hui de moi-même est beaucoup plus poussée que celle que j'avais auparavant, pour la simple raison que les résonances limitatives que j'ai pu vivre tout au long de ma vie, et peut-être plus récemment, etc., me confrontent aussi à prendre conscience de qui je suis vraiment dans ma profondeur. Et quand je dis qui je suis vraiment à ma profondeur, je parle vraiment de la personnalité. Je parle vraiment de ce qui s'est construit à travers mon incarnation et qui m'oblige donc à devoir humblement porter de l'attention vers moi et de me rendre compte finalement de qui je suis. Donc, le premier éveil, certainement, de la nature psycho-émotionnelle, c'est cet éveil-là, et je vous dirais que c'est certainement le plus important, parce que cette capacité de me connaître, et de me connaître adéquatement, va me permettre donc de me libérer progressivement de mon histoire de vie, de mes limitations, et va me permettre donc d'envisager l'éveil dans une forme beaucoup plus large et beaucoup plus importante, c'est-à-dire que je vais commencer à me rendre compte qu'à travers la connaissance de ma vie personnelle, de mon histoire personnelle, je vais pouvoir donc découvrir qui je suis et parallèlement à ça, je vais pouvoir aussi me libérer, me dégager de l'histoire collective de ma famille qui va me permettre donc de me dégager des croyances, de limitations qui ont pu exister dans ma propre vie. Et progressivement aussi, je vais peut-être apprendre également à me dégager, à me libérer de ce qui me relie à l'humanité. Et ce qui me relie à l'humanité, bien évidemment, c'est l'histoire, ma capacité de raisonner avec des mémoires d'autres vies.
Alors, tantôt, je vous ai parlé de résonance limitative et expansive. Alors, évidemment, quand on parle de la nature psycho-émotionnelle ou même de la nature de la dimension énergétique, on peut appliquer cette façon de voir les choses de la même façon. C'est-à-dire que d'un point de vue énergétique, mes résonances limitatives vont me ramener constamment à des niveaux de fréquence énergétique que je n'ai pas maîtrisés, qui vont donc me faire revivre des dynamiques énergétiques, des problématiques de santé, par exemple, et qui vont me garder dans un état de fatigue, par exemple. Hein. Dans un contexte plus psycho-émotionnel, cette résonance limitative va me ramener, évidemment, à des expériences d'intégration psycho-émotionnelle que je n'ai pas encore faites, que je n'ai pas encore parfaitement intégrées. Donc, je vais revivre toujours la même dynamique de cette façon-là. Et évidemment, le processus expansif va m'amener vraiment vers la capacité que j'ai de réorganiser mon champ énergétique, mon champ psycho-émotionnel, de façon à pouvoir envisager ma vie dans un regard plus évolutif et plus harmonieux, et dans lequel je vais sentir quelque part que je suis plus en maîtrise de qui je suis, plutôt que l'inverse. Donc, il y a une forme de maturité qui s'exerce à travers ça. Et évidemment, l'éveil de la nature psycho-émotionnelle va se faire par la connaissance de soi et va se faire également dans un contexte plus subtil avec ce que moi j'appelle la pleine conscience intuitive, c'est-à-dire cette capacité que j'ai de me mettre en relation avec moi-même et d'être capable de découvrir qu'à l'intérieur de mon être, il y a donc des mémoires qui sont présentes en moi et ces mémoires-là sont animées d'une certaine énergie qui est à moi, mais dont je ne me suis pas approprié. Parce que ces énergies-là, quelque part, j'en suis un peu dissocié ou en conflit avec elles. Et tout le travail de la pleine conscience intuitive va me permettre donc de faire la paix avec ces mémoires psycho-émotionnelles-là, tout comme elles vont me permettre de faire la paix aussi avec la dimension énergétique qui est en moi. C'est-à-dire que si j'ai une certaine circulation énergétique qui ne se fait pas harmonieusement, d'une façon parfaite à l'intérieur de moi-même, ben ça veut donc dire quelque part que je suis en conflit aussi avec cette énergie-là. Donc, je vais apprendre aussi, à travers la pleine conscience intuitive, à devenir conscient de ces perturbations énergétiques-là pour faire la paix avec moi de la même façon que dans ma nature psycho-émotionnelle. Mais vous comprendrez ici que l'éveil de la dimension énergétique n'implique pas que je me connaisse et que je n'implique pas nécessairement que j'arrive à maîtriser pleinement ma nature psycho-émotionnelle, tout comme quelqu'un qui a une excellente connaissance de la dimension psycho-émotionnelle ne va pas nécessairement avoir une très grande connaissance de la dimension énergétique. Il y a des gens, par exemple, on a déjà vu ça souvent, des gens, par exemple, qui ont une connaissance d'eux-mêmes très élevée dans la nature psycho-émotionnelle, mais qui développent des habitudes très malsaines au niveau de leur santé énergétique, par exemple, et vice-versa. Donc, ce sont des choses, évidemment, qui font que l'éveil est un processus très complexe, d'une certaine façon, puisqu'il demande, justement, d'avoir une vision très élargie de notre être, pour être capable de favoriser un éveil qui soit le plus évolutif possible et le plus en harmonie avec ce qu'on pourrait appeler la dimension spirituelle. Puisque le troisième éveil que je voulais vous présenter concernant la dimension spirituelle, et la dimension spirituelle m'amène vers une expérience d'unité. C'est-à-dire que plus j'avance dans ma dimension spirituelle, plus j'apprends à reconnaître que dans ma dimension énergétique et dans ma dimension psycho-émotionnelle, il n'y a que de l'illusion. Il n'y a que de l'illusion, puisque j'ai l'impression d'être séparé, d'être individualisé dans le sens de séparer de l'univers. Et quand j'arrive à cette dimension spirituelle, je reconnais que tout cela est une fausseté et que je fais partie quelque part d'un tout dans lequel je fais partie intégrante de ce tout-là. Et ça veut donc dire que ma nature énergétique peut se renouveler d'une façon naturelle parce que je suis relié à ce grand tout-là. Et ma nature psycho-émotionnelle, ben, j'apprends à me libérer, à me dégager de mon histoire personnelle, de mon histoire familiale, de mes mémoires, les mémoires d'autres vies qui résonnent avec moi et qui appartiennent à l'humanité, à l'histoire de l'humanité, pour commencer justement à me rendre compte que je peux donc finalement être dans un état d'unité. Et cet état d'unité-là fait que je suis capable de me syntoniser à ma dimension spirituelle, ne plus raisonner avec la séparation et le sentiment d'unité, de séparation et de dualité qui existe dans la nature psycho-émotionnelle plus particulièrement, hein, parce que quand on regarde la nature psycho-émotionnelle, on va souvent faire référence au bien et au mal. Hein, quand on pense aux traditions spirituelles, quand on parle par exemple du plan astral, dans le plan astral, on a clairement cette tendance à diviser les émotions entre le haut astral et le bas astral. Et il y a un danger à ça, c'est de nous amener, nous, à être dans une dualité par rapport à notre propre nature psycho-émotionnelle. Il faut comprendre que les mémoires les plus basses, hein, ces énergies qu'on pourrait dire les plus basses au niveau de la fréquence, au niveau émotionnel, sont des messagers, tout comme les émotions qui ont des natures plus élevées. Et ces messagers-là,
qu'est-ce qu'ils ont à nous communiquer? C'est qu'ils ont à nous tendre la main pour nous dire, Sylvain, fais la paix avec toi. Fais la paix avec ta nature psycho-émotionnelle la plus basse, tes fréquences les plus basses. Fais la paix avec ta nature psycho-émotionnelle les plus élevées. Ne te laisse pas illusionner par le bien et le mal. Libère-toi de tout cela et permets-toi quelque part d'intégrer cette réalité-là de façon à ce que tu puisses vraiment être dans une position d'alignement. Alors, vous comprendrez que l'éveil, à ce moment-là, est une expérience qui se fait tant dans une dimension énergétique que psycho-émotionnelle que spirituelle. Et que quelqu'un qui se dit éveillé spirituellement parlant, normalement, devrait intégrer cette personne devrait intégrer la réalité, la dimension énergétique et psycho-émotionnelle. C'est-à-dire que ça implique que la personne soit capable de bien comprendre quelque part que l'énergie vitale est colorée, est informée par une nature psycho-émotionnelle et qu'effectivement la démarche spirituelle va donc reconnaître que l'être humain doit apprendre justement à se réunifier à sa dimension énergétique, à sa dimension psycho-émotionnelle pour ainsi donc augmenter ses vibrations lumineuses pour accéder à une nature plus spirituelle. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions concernant tout ce que je viens de vous présenter jusqu'à maintenant. N'hésitez pas si vous avez des questions. Puisque le troisième point que je voulais vous apporter, c'était je voulais vous parler des symptômes de l'éveil, en fin de compte. Qu'est-ce qui se passe quand on s'éveille? Alors, il y a des petits points que j'ai préparés pour vous présenter ce que j'appelle les symptômes de l'éveil. Les symptômes, bien évidemment, ça veut dire, ça peut des fois être un peu péjoratif que de dire des symptômes. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est dans un processus d'éveil? Il se produit diverses choses. Et je voulais vous parler également des pièges de l'éveil. Parce qu'évidemment, les symptômes de l'éveil c'est quelque chose qu'on attribue comme étant associé à une expérience spirituelle, à un éveil spirituel. On vient de comprendre avec la présentation que je viens de vous présenter précédemment que l'éveil peut facilement être mélangeant. Hein? On peut vraiment se croire dans un processus d'éveil et s'illusionner aussi. Alors, c'est ça un petit peu qu'on va essayer de regarder ensemble dans cette partie de la conférence. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. J'espère que ça correspond un peu à ce que vous souhaitiez et que vous y trouvez ça intéressant. Alors, je vais donc vous parler du symptôme de l'éveil et je vais vous faire la présentation un petit peu des divers éléments qui vont indiquer un peu ce processus de l'éveil chez une personne. Qu'est-ce que ça implique aussi, cette démarche de l'éveil? Alors, tantôt, je vous ai parlé de la connaissance de soi. Alors, quand on parle d'un processus d'éveil, si une personne n'a pas un bon processus de connaissance d'elle-même, vous comprendrez que l'éveil va se faire à travers la couleur de qu'est-ce qu'elle connaît d'elle-même. Et quand on est quelqu'un qui ne se connaît pas beaucoup ou qui n'a pas encore développé un processus d'individualisation très puissant, bien évidemment, vous comprendrez que l'éveil va être finalement coloré par une certaine forme d'appartenance à ce qui se passe autour de soi. C'est-à-dire que si je n'ai pas un processus d'individualisation et d'expérimentation de l'éveil, bien inévitablement, je vais me fier à ce que les autres me disent de ce qu'est l'éveil pour identifier que je suis en train de vivre un processus d'éveil. Donc, c'est-à-dire que je vais, d'une certaine façon, m'illusionner en quelque part ou m'identifier à ce que les autres disent pour être capable de déterminer qu'est-ce que je suis ou qu'est-ce que je vis. Et ça peut être un danger. Et ça, on va le voir, évidemment, parce que la connaissance de soi est fondamentale. Si je ne me connais pas bien, bien inévitablement, je vais à quelque part m'égarer parce que je vais me raconter des histoires, je vais tenir compte des autres, je ne vais pas avoir la maîtrise de qui je suis et je ne serai pas en mesure de pouvoir bien intégrer quelque part mon être. Et c'est ça un peu qui est fondamental dans une démarche d'éveil. Maintenant, on va regarder ensemble donc ces symptômes de l'éveil positif, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un être va s'éveiller. Alors, un des premiers, mais évidemment, c'est la prise de conscience. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une prise de conscience? C'est un matin, je me lève et je suis différent du moment où je me suis couché la nuit précédente. Un peu comme si je découvrais qu'il existait un monde, un univers que je ne voyais pas, je n'avais pas vu jusqu'à maintenant, et que tout à coup, il m'apparaissait clair qu'il existait. Alors, c'est un peu comme une prise de conscience d'une réalité parallèle, une prise de conscience aussi d'une façon de voir les choses qui n'était pas visible avant, mais qui devient visible tout à coup. Alors, des gens à ce moment-là qui vivent des situations très difficiles, hein, parce que je pense à des gens qui vont, par exemple, se lever un matin, ils n'ont plus d'énergie. Pourtant, ils avaient de l'énergie la journée précédente. Qu'est-ce qui s'est fait en une nuit qui a fait que ces gens-là ont perdu leur accès à leurs ressources énergétiques? Bien souvent, évidemment, ce sont des gens, il faut bien comprendre que la connaissance de soi est importante là-dedans. C'est pas vrai que ça s'est passé en une nuit, ce que je viens de vous parler. Cette personne-là, quelque part, elle prépare ce processus on pourrait appeler ça comme d'épuisement, parce que, quelque part, elle est déconnectée d'elle-même. Et à un moment donné, son processus d'épuisement, elle n'est plus capable de le gérer,
parce qu'elle est tellement loin d'elle-même que c'est comme si son corps ne fonctionnait plus tout simplement. Donc la personne se lève le matin et elle se dit, mais voilà, je n'ai plus la capacité de faire semblant d'être comme tout le monde ou de vouloir faire comme tout le monde. Je suis obligé de constater que je ne suis plus capable de faire ce que je faisais auparavant parce que justement je suis trop éloigné de mon être. Et là, ces gens-là, quelque part, vont se rendre compte à quelque part que tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant n'étaient pas d'accord avec qui ils étaient, et ça va nécessiter évidemment qu'il y ait un travail qui soit fait sur eux pour commencer justement à se réaccorder à qui ils sont et à commencer à voir la vie avec les yeux de ce qu'ils sont vraiment et non pas ce que leur a imposé, par exemple, ou ce qu'ils ont eu l'impression qu'il fallait qu'ils choisissent comme choix de vie pour répondre à des obligations extérieures. Alors, vous voyez qu'une des premières choses qui va se faire dans ce processus d'éveil, c'est cette capacité que j'ai de m'individualiser, c'est-à-dire de reconnaître qui je suis et de reconnaître ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie, plutôt que de me laisser simplement dominer, entre guillemets, parce que la société me propose, par exemple. Alors ça, c'est une forme d'éveil qui va me permettre donc de remettre en question ce qu'on m'a proposé comme vie ou ce que j'ai eu l'impression que ma vie devait être. Et je vais commencer donc tout doucement à me rendre compte effectivement que la vie peut être différente de ce qui m'a été retransmis comme information. Donc ça, c'est une forme d'éveil. Maintenant, cet éveil-là va s'amplifier, va devenir plus grand à mesure que je vais commencer à développer une sensibilité grâce à cet éveil-là, je vais donc développer une sensibilité qui va m'amener donc à prendre conscience que la vie, elle se présente sous une certaine forme, mais je comprends quelque part que cette façon que j'ai de voir la vie n'est pas nécessairement juste. C'est-à-dire qu'elle est limitée et que je peux, par l'éveil, être capable d'élargir mon champ de conscience à un point que je vais être capable de voir la réalité telle qu'elle est le plus possible. Alors c'est là qu'on va accéder à ce qu'on peut appeler la conscientisation des réalités parallèles, et c'est sûr que la pleine conscience intuitive va être très utile à ce niveau-là, puisque les outils qui sont transmis dans la pleine conscience intuitive vont consister donc à développer une plus grande conscience de la dimension énergétique, de la dimension psycho-émotionnelle et de la dimension spirituelle. Et quand je dis plus grande conscience, c'est être capable donc d'expérimenter véritablement ces dimensions-là plutôt que de se laisser avoir, entre guillemets, par la connaissance des autres. Parce que la connaissance des autres, elle est superbe. On est d'accord. Sauf que quand on veut faire un processus d'éveil, on ne peut pas s'éveiller parce que quelqu'un nous dit comment s'éveiller. On va faire un éveil parce qu'on va expérimenter l'éveil, tout simplement. Alors moi, dans mon enseignement, je ne donne pas un enseignement pour s'éveiller. Je donne un enseignement pour développer des outils qui vont nous donner accès à cet éveil-là. Parce que l'éveil, effectivement, est une expérience personnelle, est une expérience qui se détermine par notre maturité intérieure qui va faire qu'on va être capable de développer cet éveil-là. Alors, c'est certain que les outils vont nous permettre, donc la connaissance de soi, je ne peux pas vous la transmettre. Par contre, ce que je peux vous transmettre, c'est les outils qui vont vous donner accès à la connaissance de vous-même et qui vont vous permettre donc progressivement de vous éveiller aux diverses réalités qu'on a vues, donc la réalité énergétique, la réalité psycho-émotionnelle, la réalité spirituelle. Donc ça, c'est un des premiers éléments donc de l'éveil. Ça va être vraiment donc de pouvoir accéder à cet univers parallèle. Et dans la pleine conscience intuitive, ça peut aller loin puisqu'on peut apprendre vraiment à explorer donc la dimension énergétique pour aller observer toute l'interaction énergétique qui existe dans les organes et les systèmes de notre corps. On peut ensuite aller voir dans le monde de la mémoire notre histoire personnelle. On peut aller voir les mémoires familiales, les mémoires d'autres vies. On peut donc ensuite accéder à des guides, un travail plus spirituel à se faire. Donc, vous voyez que à travers la pleine conscience intuitive, il y a des outils qui vont nous permettre donc de voyager dans les univers parallèles pour nous permettre donc de développer cette connaissance de soi qui va nous permettre justement de maîtriser dans un sens expérimental du terme ce qu'est l'éveil. Parce que c'est ça quelque part que moi je crois qui est important pour qu'un éveil soit stable et solide, c'est qu'on soit capable justement de comprendre de quelle façon qu'on peut accéder à cet éveil-là et de quelle façon qu'on peut justement l'intégrer dans notre propre vie. Donc voilà, ça c'était le premier symptôme, c'est cette prise de conscience d'une réalité parallèle. Et encore là, on a compris que cette prise de conscience-là va se faire à des degrés différents. Hein, ça peut être simplement une prise de conscience que notre vie ne va plus aujourd'hui, puis qu'on doit s'ajuster à une nouvelle réalité que celle qu'on a vécue jusqu'à maintenant. Ça, c'est une prise de conscience qui est plus de base, disons, dans un contexte d'éveil. Mais évidemment, il y a des gens qui vont avoir envie d'aller plus loin dans cette prise de conscience-là, puis ils vont avoir envie donc de découvrir qu'est-ce qui anime cet univers parallèle-là. Et c'est là qu'on va commencer justement à aborder la dimension énergétique, psycho-émotionnelle et spirituelle pour élargir cette vision-là également.
Le deuxième symptôme qu'on va retrouver dans cet éveil de l'éveil, en fin de compte, des symptômes de l'éveil, c'est on est en train de découvrir notre vraie nature. C'est intéressant cette idée de vraie nature, parce que comment puis-je développer cette véritable nature de mon être uniquement parce que j'ai atteint une certaine maturité, tout simplement, de connaissance de mon être. Et si je ne suis pas capable, si je ne me connais pas bien, il y a peu de chances que cette vraie nature puisse s'émerger. Parce que comme je ne me connais pas bien, ben, quelque part, je ne serais pas en mesure, je n'aurais pas la grandeur, pourrait-on dire, de mon être capable d'identifier que ça, c'est vraiment qui je suis. Parce que je ne serais pas en mesure de vraiment l'assumer complètement, car je ne serais pas dans un processus de maturation de mon être. Donc, on comprend ça, la psychologie moderne l'a compris, dans la tradition chamanique aussi, dans toutes les grandes traditions spirituelles aussi. On parle tous d'un processus d'individualisation nécessaire à un moment donné ou un autre dans notre vie. Et l'éveil va nous amener donc à cette prise de conscience de l'individualisation, c'est-à-dire cette capacité de reconnaître que j'ai beau être un être humain, comme plein d'autres êtres humains sur Terre, j'ai une nature individualisée en moi qui m'amène à avoir un regard sur la vie qui m'est personnelle. Et cette vraie nature-là m'amène donc à découvrir ma propre lumière, ma propre couleur et mon propre désir donc de servir à l'humanité aussi. Donc, dans la tradition des chakras, on va beaucoup localiser ça au niveau du chakra du cœur, cette prise de conscience de la vraie nature qu'on a, parce qu'on va se rendre compte effectivement que la connaissance de soi exige qu'on soit capable de développer une prise de conscience de la sécurité reliée au chakra racine, notre capacité à prendre conscience de notre nature identitaire reliée au chakra sacré, notre nature d'affirmation reliée au plexus solaire, puis évidemment ma capacité à m'aimer, puis à pouvoir servir mon entourage dans l'idée que je m'aime. Alors ça, c'est relié au chakra du cœur. Alors dans tout ce processus-là, il y a donc encore là quelque chose d'important qui va en résulter, qui m'amène au troisième symptôme de l'ascension, qui dit qu'on a une volonté d'être au service des autres. Alors, cette volonté d'être au service des autres, elle se fait parce que justement, j'ai découvert ma vraie nature et j'ai découvert mes vraies couleurs, ma vraie sensibilité, ma vraie beauté intérieure, qui je suis réellement. Et dans ce contexte-là, j'ai envie de servir l'humanité en harmonie avec cette nature profonde qui est en moi. Et ça, c'est quelque chose d'assez important comme cheminement, puisque dans la vie, on ne nous enseigne pas vraiment à être dans ce contexte d'harmonie avec soi-même. Par contre, dans le processus d'individualisation de qui on est, inévitablement, on arrive à ce constat-là, qu'on reconnaît qui on est et on a envie donc de partager avec l'humain ce que nous sommes dans notre beauté intérieure. Et c'est là qu'on va toucher justement cette volonté de servir en accord avec cette humanité-là. Et ça, je vais y revenir tout à l'heure, puisque je vais vous parler de la mission sur Terre et de l'éveil comme dernière étape du cheminement. Donc, on pourrait y revenir si vous le voulez bien. Ensuite, il y a la volonté d'accomplir sa mission. Bien évidemment, ça va de pair, dans le sens que si je reconnais que j'ai envie de servir l'humanité, c'est donc dire je reconnais quelque part que j'ai une mission et que cette mission-là m'amène à vouloir donc l'accomplir tout simplement en faisant des actions, en développant une volonté pour pouvoir arriver à le faire, pour pouvoir arriver à le manifester. Donc, ça, c'est un peu le quatrième symptôme qui va être présent. En fait, le cinquième, c'est qu'on va chercher aussi à faire une démarche ressentir le besoin d'être aligné à son âme. Aligné à son âme, c'est un terme encore là qui est très discutable de dire être aligné à son âme parce qu'encore une fois, qu'est-ce que c'est que l'âme? Je dis souvent aux gens, moi, que l'âme, on n'a pas un numéro de téléphone ou on n'a pas une carte avec des chiffres qui nous informe de comment on peut communiquer avec notre âme hors de tout doute. Donc l'âme, qu'est-ce que c'est? C'est un état de maturation que nous allons avoir tout au long de notre vie à chercher à augmenter notre éveil pour être capable d'accéder à notre âme de la façon la plus vraie possible, la plus juste possible. Aujourd'hui, je peux être à 10% de connaissance de mon âme et demain, j'en pourrais en être un peu plus et ainsi de suite. Donc, quand on parle de l'âme, on parle de quelque chose de subjectif, puisque c'est une expérience subjective que l'âme, tant son temps qu'on n'a pas atteint un processus d'éveil absolu. On pourrait voir ça comme ça. Donc, tant son temps qu'on n'a pas atteint le processus d'éveil absolu, on doit cheminer pour accéder à la lumière. Et cette lumière-là, on va chercher à l'incarner de plus en plus profondément. Et le besoin d'être aligné à son âme, c'est-à-dire, ça signifie quoi? Ça signifie cette envie que j'ai de faire un travail régulier sur moi-même pour être capable d'être le plus aligné à cette âme-là et que la lumière puisse s'incarner encore plus et encore plus en moi pour que je sente cet alignement-là se faire de plus en plus profondément. Le sixième symptôme, c'est la connaissance de soi et la libération de la personnalité. Alors, c'est certain que plus je suis en accord avec cette lumière-là qui est en moi, avec mon âme,
plus j'apprends à me mettre en lumière qui je suis, c'est la connaissance de soi, j'apprends à découvrir de plus en plus qui je suis, je fais émerger en moi des informations qui me font comprendre qui je suis dans ma nature personnelle, hein, dans ma personnalité, et non pas uniquement dans ma dimension lumineuse. Donc je vois ce que j'aime, mes faiblesses, mes forces, etc. Et j'apprends à les accueillir, j'apprends à les accepter. Et dans ce processus d'acceptation-là, ça c'est important, le processus d'acceptation implique que j'accepte qui je suis, et que je m'accueille dans qui je suis, et que parce que je m'accueille dans qui je suis, je me réapproprie les blessures émotionnelles qu'on puisse vivre en moi. Je ne suis pas en conflit avec mon être, et c'est là que la libération de la personnalité peut prendre forme. La libération de la personnalité, c'est que je suis dans un processus d'harmonisation et d'amour de moi-même qui va faire que je ne serai plus en conflit avec la nature de ma personnalité, mais que je vais permettre à ma personnalité de clore une certaine maturité qui va faire que la lumière va pouvoir s'incarner en moi avec beaucoup plus d'intensité. Et c'est ça qui va finalement contribuer aussi énormément à ce processus d'alignement aussi dont on parlait tantôt au niveau de notre âme. Dans le 7e symptôme maintenant, c'est la responsabilité. Alors évidemment, dans le processus d'éveil, on va arriver à développer une notion de responsabilité qui va se faire progressivement dans notre vie, parce qu'on comprend quelque chose, c'est qu'on comprend que l'univers est en interaction avec nous. C'est-à-dire que si je suis en interaction avec l'univers, ben l'univers m'envoie de l'information, m'envoie des signaux qui me confrontent à une forme de responsabilité. Quand je fais référence à la loi de l'attraction, par exemple, je mets bien clairement l'idée que moi, en tant qu'être humain, j'ai un champ énergétique qui émet une certaine somme d'informations. Et ce champ énergétique-là, quand il est en contact avec d'autres êtres humains, ben ces autres êtres humains qui vont être en interaction avec moi vont résonner avec moi, et ces résonances-là vont me refléter une certaine somme d'informations que ces gens-là vont me demander de gérer, parce que, à quelque part, j'ai un travail à faire sur moi, et les résonances que je vais avoir avec les autres êtres humains qui vont se présenter à moi, et les événements de la vie aussi qui vont se présenter à moi, vont me confronter à devoir, effectivement, faire un travail sur ma propre capacité à être responsable de moi. C'est-à-dire que je ne pourrai plus dire c'est la faute des autres, je ne pourrai plus dire, quelque part, que la vie est dure avec moi ou quoi que ce soit. Je vais simplement commencer à reconnaître que la vie, quelque part, me reflète un certain nombre de choses sur lesquelles j'ai un travail à faire. Ce travail peut être plus facile, moins facile, qu'importe. Ça, c'est autre chose. J'ai un travail à faire parce que je suis un être individualisé et j'ai une certaine démarche en tant qu'être humain. J'ai une certaine mission qui peut être plus ou moins facile à accomplir, mais j'ai une certaine mission et ma responsabilité me met dans une situation où je dois apprendre de ces messages que l'univers me transmet, et c'est comme ça que je vais pouvoir progresser et avancer et évoluer. Le 8e symptôme dont on pourrait parler, c'est la discipline spirituelle. Alors, c'est pas un symptôme, hein, parce que la discipline spirituelle, c'est un défi, en fin de compte. C'est pas tant un symptôme qu'un défi. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, à mesure que je développe cette responsabilité, que je développe cette conscience lumineuse qui est en moi, ben normalement, je vais donc développer une volonté naturelle de vouloir pratiquer régulièrement pour être capable de sentir cette lumière-là devenir de plus en plus omniprésente en moi et de développer une plus grande conscience de mon être par la connaissance de mon être profond, etc., etc. Donc la discipline spirituelle touche vraiment des pratiques que je vais appliquer dans ma vie pour être capable de pouvoir développer une conscience omniprésente de mon être pour que cette dimension spirituelle puisse devenir de plus en plus rayonnante et lumineuse en moi. La pleine conscience intuitive développe des outils qui vont beaucoup nous aider dans cette direction-là. Il y a bien d'autres pratiques spirituelles qui vont le proposer. La pleine conscience intuitive, sa grande force, c'est qu'elle nous permet donc de développer une interaction avec soi-même pour mettre en évidence qu'on est un être de sagesse dans la mesure qu'on est animé par la vie et que cette vie-là, quelque part, ben, elle a une capacité à nous transmettre de l'information et que la pleine conscience intuitive nous donne les outils, les moyens pour être capable d'établir cette communication-là, et les techniques de déprogrammation et de soins vont nous permettre de soigner justement notre être pour qu'on puisse arriver à trouver une certaine forme d'harmonie à l'intérieur de nous-mêmes. Donc c'est ça un peu la grande force de cela. Le symptôme numéro 9, on va parler de maturité spirituelle. Alors évidemment, ce n'est pas un symptôme de l'éveil comme tel. La maturité spirituelle va venir avec l'idée qu'à mesure que je progresse dans la vie, je suis de plus en plus capable de développer ce qu'on peut appeler cette maturité. On est tous à un niveau plus ou moins important, mature, dans le sens qu'on est capable de comprendre un certain nombre de choses et on a une certaine maîtrise de notre état psycho-émotionnel, notre spiritualité aussi, qui fait qu'il y a une maturité qui prend forme. La maturité, c'est qu'elle nous amène à prendre conscience qu'on peut porter sur la vie un certain regard. Et ce regard-là, évidemment, c'est un regard d'être sage, un regard d'être qui est capable de comprendre la réalité, non pas comme
comme un enfant ou comme un adulte, un adolescent, mais comme l'adulte conscient, capable justement de reconnaître que la vie possède des règles et des lois, et que si on cherche à s'harmoniser à cela, bien on développe donc inévitablement ce qu'on pourrait appeler une forme de maturité, qui va nous permettre donc de pouvoir dépasser ce qu'on pourrait appeler l'illusion qui a pu exister tout au long de notre vie. Le 10e symptôme, qui est un symptôme dont j'avais parlé un petit peu tout à l'heure, c'est dépasser le monde de la dualité. Je pense que c'est quelque chose de très important dans le processus de l'éveil, puisqu'on est très, très confronté en tant qu'être humain à la dualité. La dualité, c'est moi avec moi, pour commencer. Moi, je vis dans un corps, et ce corps-là, évidemment, est animé par des millions de cellules, par exemple. Alors, c'est facile pour moi de me couper de certains états énergétiques qui sont en moi, d'un point de vue de la vitalité, parce que quelque part, je suis en conflit avec mon être. Déjà, d'un point de vue énergétique, je peux me déconnecter de certaines dimensions énergétiques de mon être, parce que je suis pas à l'aise avec une certaine vitalité qui est en moi, par exemple. Alors ça, c'est un aspect déjà intéressant à se rappeler. On peut se rappeler également qu'au niveau psycho-émotionnel, on peut être en dualité ou en conflit avec des natures psycho-émotionnelles qui sont en soi. Donc ça aussi, ça va contribuer à des dualités. Et dans la spiritualité, bien inévitablement, on peut aussi très facilement se dissocier de la dimension spirituelle en cherchant à créer des dissociations, par exemple le bien et le mal dont j'ai parlé tantôt, en disant que des bons anges puis des méchants anges et des démons, et des anges, et des bonnes entités et des mauvaises entités. Alors, quand on aborde ce monde de la dualité, bien évidemment, on nourrit quelque part la dualité, tout simplement, et on ne peut plus accéder à ce moment-là à une démarche spirituelle qui va nous donner accès à ce qu'on pourrait appeler le monde unitaire, hein, l'unité, puisque l'unité n'est pas dans cette dualité-là. Donc, la dualité appartient à l'humain, et appartient au regard humain aussi, parce que la dualité, elle correspond justement à deux forces, à deux grands principes, le bien et le mal. Et ces deux grands principes-là sont générés, pourrait-on dire, par l'incarnation, par cette capacité que j'ai de me dissocier d'un état en disant ça c'est bien puis ça c'est mal. Ça, je me dissocie. Donc on sait quelque part que dans un processus d'éveil, cette étape de dualité n'existe plus, parce qu'on comprend quelque part que tout nous appartient, et que dans ces conditions, tout nous appartient, ça veut donc dire que ce qu'on dit être bien et ce qu'on dit être mal fait partie de la même chose. Et que quand on comprend cela, on n'est plus dans ce processus où on cherche à se dissocier des états, mais on cherche à intégrer, à se réunifier. Et c'est là évidemment que l'éveil va être une étape importante dans ce processus-là. J'ai une question ici de Daniel qui me demande, ces symptômes-là sont toujours dans cet ordre-là? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je ne fais faire qu'un genre de petit tour d'horizon sur cela pour faire valoir quelque part ces phénomènes-là et pour faire comprendre justement que ces éléments-là vont nous amener normalement vers un processus d'éveil conscient. Alors qu'on va voir tout à l'heure les symptômes de l'éveil, les pièges de l'éveil, on va voir effectivement que tout ce que je viens de vous décrire là peuvent être aussi précurseurs de pièges. Et ça, on va voir un petit peu de quoi il s'agit par rapport à ce processus-là. Le dernier, maintenant, symptôme de l'éveil, c'est qu'on développe un sentiment de souveraineté et d'autonomie. C'est-à-dire que dans le processus de l'éveil, on prend bien conscience qu'on peut penser par nous-mêmes et qu'on peut donc développer un regard sur la vie qui nous appartient et qui est plus autonome et qui est plus souverain par rapport à ce qui peut nous être présenté socialement parlant. C'est-à-dire que j'apprends donc à m'individualiser à part et entière par rapport à moi en tant qu'individu, par rapport à ma famille, par rapport à la société, par rapport à l'humanité. Je développe donc un regard qui m'est personnel où je comprends conscience que la sagesse que j'ai acquise, que l'éveil que j'ai acquis, m'amène donc à porter un regard sur la vie qui m'est propre. Je ne peux pas finalement nécessairement m'associer à une collectivité, être en accord avec la collectivité dans un contexte, à partir du moment que je suis dans un état d'éveil. Puisque l'éveil finalement m'amène à un processus d'individualisation qui va faire qu'inévitablement, je vais me sentir moins en appartenance avec la collectivité, ce qui ne veut pas dire que je suis mieux que la collectivité ou que je suis moins bien que la collectivité. Je suis simplement dans un processus où je suis davantage connecté avec ma dimension spirituelle, donc inévitablement moins connecté avec la majorité des êtres humains. C'est tout à fait normal, et c'est dans ce sens-là que ce symptôme-là va s'inscrire, pourrait-on dire ça comme ça. Donc voilà, c'était les symptômes de l'éveil. Alors, vous voyez que les symptômes de l'éveil, évidemment, nous impliquent certains critères importants. Je pense que la discipline spirituelle est importante, qu'on la développe, hein, qu'on ait une conscience régulière de la réalité spirituelle, qu'on cherche à la générer, qu'on soit conscient que l'univers communique avec nous régulièrement, que les événements de notre vie
sont pas là par hasard, qui sont là pour nous informer de quelque chose, qu'on cherche donc à s'harmoniser à ça, qu'on cherche à trouver une paix intérieure par rapport à ce que les événements de notre vie nous proposent. Puis, bien évidemment, à travers ce processus-là, évidemment, il va y avoir comme une forme de verticalité qui va en résulter, qui vont être favorables à cette étape de l'éveil. Maintenant, si on regarde les pièges de l'éveil et ce qu'on appelle les crises transpersonnelles, parce que la crise transpersonnelle, vous savez qu'en psychiatrie, ça évolue continuellement. Il n'y a pas si longtemps, par exemple, l'entendre des voix était carrément un symptôme associé donc à un problème psychiatrique. Donc, et ça a évolué, ça évolue à chaque année. Hein. On a une ouverture qui s'est faite et donc dans ce sens-là, on a compris quelque part qu'il existait des symptômes d'éveil qui peuvent se rapprocher des symptômes psychiatriques, de certaines pathologies psychiatriques. Donc, c'est important quelque part de comprendre que quand je suis dans un processus d'éveil, il y a une désorganisation psychologique qui peut en résulter, une désorganisation énergétique qui peut en résulter, pour la simple raison que quand le processus d'éveil se manifeste, la lumière s'incarne dans mon corps d'une façon de plus en plus lumineuse, et cette incarnation-là va générer donc inévitablement des situations d'ajustement de ma conscience. Si moi je ne suis pas capable de m'ajuster à cette transformation-là, c'est certain qu'il peut y avoir à ce moment-là des crises, qu'on peut appeler des crises transpersonnelles, ou encore là, des pièges de l'éveil. C'est-à-dire que moi, je ne serai pas capable de laisser la lumière circuler en moi complètement. Donc, le fait que la lumière ne puisse pas circuler en moi parfaitement va générer donc des accumulations d'énergie. Et ces accumulations d'énergie-là peuvent se manifester de diverses façons. Par exemple, il est dit dans les grandes traditions spirituelles que, par exemple, des symptômes de santé, des problèmes éthiques de santé, par exemple des problèmes au foie, des problèmes au cœur, etc., sont des symptômes de l'éveil dans le sens que l'énergie qu'on n'est pas parvenu à intégrer vont se manifester à travers des problématiques de santé physique. Donc déjà, le regard que j'ai sur ma santé me permet déjà d'avoir une petite idée de comment je gère la santé, comment je gère cet éveil par rapport à ma dimension énergétique, de quelle façon que l'énergie circule dans mon corps. Alors c'est pour ça que c'est important de poser un regard sur notre santé énergétique, notre corps physique aussi, puisque ça nous permet justement d'accueillir d'une part l'incarnation dans laquelle je suis, puis donc aussi humblement de chercher à m'ajuster à cette réalité-là pour mieux comprendre ce que je suis capable d'utiliser comme ressource énergétique en moi et de quelle façon que je peux optimiser ce que je suis en tenant compte de cette réalité-là. Donc, l'éveil, ça fait partie de la maturité. On a vu tantôt, la maturité, c'est un terme important. La maturité, c'est pas se débattre, c'est pas de pas se battre avec soi-même, mais de peut-être l'accueillir, l'accepter et de chercher justement à prendre par la main cet état-là dans lequel je suis pour en faire quelque chose de plus évolutif, de plus avancé. Donc, tout le processus de la maladie, hein, ça peut être effectivement perçu comme une crise transpersonnelle, comme des indices d'une crise transpersonnelle qu'on n'a pas été en mesure d'harmoniser. Et c'est certain que le fait de pouvoir développer la pleine conscience intuitive, de développer des techniques de guérison, de prise de conscience et de déprogrammation et de soins afin de favoriser, optimiser notre santé énergétique, vont être des critères fondamentaux, je dirais, pour permettre, encore une fois, à ces symptômes, à cet éveil-là de se manifester le plus harmonieusement possible. Alors, quand je dis que les crises transpersonnelles ou les pièges de l'éveil associés à la dimension énergétique existent, ce que je veux dire par là, simplement, c'est que toute forme de problématique énergétique ou de maladie qu'on peut rencontrer dans notre vie sont, d'une certaine façon, des indices d'une circulation énergétique qui n'est pas parfaitement harmonieuse en soi et qui indique peut-être que notre éveil n'est pas pleinement harmonisé à nous-mêmes parce qu'il y a donc une nature psycho-émotionnelle et une nature énergétique qui n'a pas été pleinement intégrée, tout simplement, et que le fait que des maladies s'installent dans notre corps, mais sont là peut-être justement pour nous enseigner des choses, pour chercher à s'harmoniser davantage à ce processus d'éveil-là, pour qu'on puisse parvenir à trouver une plus grande paix et une plus grande harmonie en soi. Donc, les symptômes, donc, quand on parle des pièges de l'éveil au niveau de la dimension énergétique, bien évidemment, toute forme de maladie, toute forme de problématique énergétique et physique qu'on peut vivre dans notre corps sont certainement des enseignants. Alors, ces enseignants-là, quelque part, ne sont pas des limitations comme telles, voulues. Elles sont là pour nous transmettre de l'information, pour nous aider justement à aiguiller notre être, à nous éveiller davantage et à nous permettre donc de pouvoir progressivement harmoniser notre être pour être de plus en plus dans une position de paix intérieure avec nous-mêmes. Donc, ces crises transpersonnelles concernant la santé sont des éléments importants pour pouvoir justement chercher à comprendre de quelle façon que je peux davantage
évoluer, avancer, cheminer. Les autres crises transpersonnelles, évidemment, qui sont importantes à cerner, ça va toucher ce que j'appellerais le système sympathique et parasympathique. Vous savez que le système sympathique et parasympathique servent, évidemment, c'est le tonus énergétique du corps, et le parasympathique va être certainement relaxant davantage, et le système sympathique va être un système qui va nous pousser, qui va nous amener au stress, qui va nous amener à être capable de faire face à nos journées, etc. Donc, c'est deux systèmes qui sont présents dans notre corps et qui cherchent constamment à s'équilibrer, pourrait-on dire ça comme ça. Et un des grands éléments de la crise transpersonnelle, c'est que lorsque le système sympathique et parasympathique tombent en conflit, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en mesure de s'harmoniser l'un à l'autre, mais qui développent une tension, ben, il se peut évidemment que quand la lumière circule dans ces tensions-là émotionnelles et nerveuses, bien évidemment, ça va libérer des émotions très fortes. Et cette libération d'émotions très fortes-là, si l'individu ne se connaît pas bien et qu'il n'est pas en mesure, n'est pas prêt à recevoir cette décharge émotionnelle ou nerveuse qui va se manifester, bien c'est évident qu'à ce moment-là, la personne va perdre les pédales. Perdre les pédales, ça veut dire quoi? Ça peut dire perdre des pédales d'un point de vue énergétique. Par exemple, quelqu'un qui se lève le matin et qui est plus capable de se lever parce qu'il se sent complètement paralysé, comme s'il n'y avait plus d'énergie. C'est une forme de crise transpersonnelle, mais une crise transpersonnelle qui est carrément énergétique. Ou encore, quelqu'un qui va finalement perdre la tête. Quelqu'un qui va simplement perdre sa capacité justement à être, entre guillemets, normal. Normal, évidemment, c'est un grand mot, parce que la normalité, c'est quelque chose de relatif, de subjectif. Mais quand on arrive à une étape où notre charge émotionnelle se libère trop fortement, où notre charge nerveuse se libère trop fortement, ben on n'est pas capable de garder un équilibre psycho-émotionnel et là on va perdre nos références de normalité et on va se comporter d'une façon dite anormale. On va entendre des voix par exemple, on va voir des choses qu'on ne voit pas normalement, bon, et ça ne sera pas nécessairement dans un contexte d'éveil spirituel, ça sera fait peut-être dans un contexte carrément de traumatisme psycho-émotionnel, de perturbation psycho-émotionnelle, et à ce moment-là, évidemment, on va être perçu comme étant quelqu'un d'anormal, et c'est arrivé très fréquemment. Moi j'ai vu ça souvent, des gens qui sont venus me voir pour comprendre ce qui s'était passé dans leur vie, parce qu'ils avaient vécu effectivement une crise spirituelle, mais qu'ils avaient amené en psychiatrie. Et ils ne comprenaient pas pourquoi ça les avait amenés en psychiatrie, mais tout simplement parce que justement, ça arrive effectivement que ce tonus nerveux puisse libérer des charges émotionnelles d'une façon tellement violente et tellement grande qu'on n'est pas prêt du tout à cela. Et c'est certain que le travail de pleine conscience intuitive va avoir un rôle important à ce niveau-là aussi, parce qu'il va nous aider beaucoup à apprivoiser notre être, à apprivoiser le changement, à apprivoiser notre connaissance de nous-mêmes, qui va faire que ces moments où ces charges émotionnelles vont remonter à notre conscience vont se faire plus facilement, parce qu'on va être plus capable de les maîtriser. Donc, c'est quelque chose quand même d'intéressant de pouvoir justement être attentif, encore là, d'une façon régulière, à un travail de pleine conscience intuitive pour nous amener à nous aider justement à éviter de se retrouver dans cette position de conflit, je dirais, ou de décharge émotionnelle trop forte qui pourrait être problématique. Autre type de crise transpersonnelle qui peuvent exister, qu'on retrouve également fréquemment, ce sont des gens qui ont par exemple, soit qui ont pris d'alcool, beaucoup d'alcool, soit des gens qui prennent beaucoup de drogue. Ce sont des types où c'est des gens qui ont des problèmes psychiatriques carrément, déjà qui ont des faiblesses d'identité, ils ont une identité qui est assez fragile, assez faible. À ce moment-là, ces personnes-là peuvent se retrouver dans une situation qu'on peut appeler d'envoûtement de possession, des choses comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, quelque part, comme leur identité est faible, pour les raisons que j'ai énumérées, ces gens-là, quelque part, n'ont pas un corps physique, une conscience corporelle très grande. Et comme cette conscience corporelle n'est pas très grande, mais c'est évident que l'énergie environnante devient beaucoup plus dominante, quelque part. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus envahissante. Et c'est là qu'on va rencontrer des gens qui vont avoir l'impression d'être possédés. Et possédés de qui, de quoi? Mais possédés par des énergies subtiles qu'ils ne sont pas capables de gérer, alors que tout être humain est capable de le gérer parce qu'ils ont une identité assez forte. Eux ne sont pas capables parce qu'ils ont l'impression, justement, que ces énergies-là subtiles ont une dominance sur eux. Et parce qu'ils ont une dominance sur eux, bien évidemment, sont confrontés donc à devoir faire un travail de renforcement intérieur pour être capable de s'en dégager. Alors, vous voyez que la loi de l'attraction est intéressante ici, parce que dans la vie terrestre, moi, je peux rencontrer des gens qui sont dominants vers moi-même et qui peuvent m'amener à prendre conscience que ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils me dominent. Mais dans le monde subtil, je peux vivre la même chose. C'est-à-dire que je peux vivre dans le monde subtil des rencontres subtiles avec des gens avec des mémoires, qui vont finalement résonner avec moi et qui vont m'obliger à faire un travail pour renforcer mon identité. Alors, des fois, on aurait tendance à dire que c'est négatif tout ça.
Mais non, c'est positif, ce sont des énergies qui nous font avancer, progresser. Et ces crises transpersonnelles-là ont toujours une raison d'être. La raison d'être, c'est effectivement de m'inviter à m'éveiller pour devenir conscient de mes faiblesses, de mes perturbations, pour me renforcer intérieurement. Donc c'est ça qu'il faut se rappeler aussi, je dirais, par rapport à ça. J'ai une question ici. Est-ce entendre des voix est toujours une crise? Je pense à ceux qui connaissent. Bien sûr que c'est pas ça que j'ai dit, Corinne. Hein? Quand je dis entendre des voix, dans le processus de la pleine conscience intuitive, il y a 3 modes de communication. Entendre des voix, c'est donc auditivement, j'entends des voix qui vont m'informer d'une certaine somme d'informations. Je peux voir donc le champ énergétique, donc je peux voir des choses que les autres ne voient pas, et je peux également ressentir des choses que les autres ne ressentent pas. Okay? Donc évidemment, d'un point de vue psychiatrique, je pourrais identifier comme étant atteint d'une problématique, d'une pathologie mentale. Maintenant, quand je comprends quelque part que ces informations intuitives que je capte, je suis capable de leur donner, de faire la démonstration qu'elles sont animées de sagesse, qu'elles sont là pour me guider ou pour guider quelqu'un d'autre, mais c'est là qu'on parle de médium ou d'intuitif d'une façon générale, et ça c'est différent. Maintenant, dans le processus de l'éveil, en quelque part, on va accéder, évidemment, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé tant que ça tout à l'heure, mais dans le processus de l'éveil, on va effectivement se rendre réceptif à une forme de sagesse intuitive. Et cette sagesse intuitive-là va se manifester de diverses façons. Maintenant, il faut comprendre quelque part que la sagesse intuitive, c'est pas nécessairement... je peux avoir accès à une certaine forme de sagesse intuitive et l'important, évidemment, c'est que cette sagesse intuitive-là, je sois capable de l'incarner, de l'intégrer. C'est-à-dire que si moi, je suis en train de faire un travail intuitif sur moi-même, bien, l'idéal, c'est ce processus intuitif que je fais sur moi-même, je sois capable de l'utiliser pour avancer, évoluer, développer une plus grande conscience de mon être. C'est ce qui est assez fondamental. Malheureusement, dans le processus intuitif, il n'est pas dit que les gens vont nécessairement utiliser leur travail, leur voix intuitive ou leur pouvoir intuitif pour pouvoir se servir eux-mêmes, pour se faire du bien à eux-mêmes. C'est pas nécessairement vrai. Par exemple, je donne des exemples de médiums. Il y a beaucoup de gens qui sont médiums, que si on les regarde faire, on dit, ces gens-là sont complètement, ils peuvent être vraiment perturbés sur plusieurs niveaux. Et je ne juge pas en disant ça, je ne fais que simplement donner des exemples. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est intuitif qu'on est systématiquement spirituel ou éveillé. L'éveil est quelque chose qui peut se faire sans qu'on soit intuitif dans le sens officiel du terme. Il y a des gens qui sont très éveillés, qui ont une grande connaissance, mais qui ne sont pas nécessairement intuitifs. Tout comme des gens qui font, par exemple, qui se nourrissent de prana, ne sont pas nécessairement des êtres qui sont éveillés dans le sens spirituel du terme. Ce sont des gens, quelque part, qui ont développé une façon c'est des pouvoirs en fin de compte. Ce sont comme des façons de développer des pouvoirs qui nous amènent donc à développer des particularités humaines, mais qui ne font pas de nous nécessairement des êtres éveillés ou spirituels. Par exemple, je pense aux médiums. Les médiums vont aussi très très souvent créer la dualité, c'est-à-dire qu'ils vont très souvent parler d'entités positives, d'entités négatives. C'est une dualité. Alors pour moi, ce ne sont pas des critères d'éveil, ça. Ce sont des critères d'éveil, oui, bien sûr, mais des éveils qui sont à des niveaux assez bas au niveau de l'évolution, par rapport à l'être spirituel, qui lui va être capable de comprendre justement qu'il n'y a pas de dualité. Il n'y a pas que tout est en un état d'unité. Donc je ne sais pas si je réponds à ta question, Corinne, par rapport à ça, mais bon, c'est un petit peu ce que j'avais envie de dire par rapport à ça. Donc vous voyez que les crises transpersonnelles, bien évidemment, ça nous amène à prendre conscience que donc chacun d'entre nous, nous allons vivre des crises transpersonnelles à des degrés plus ou moins importants. Et ces crises transpersonnelles plus importantes que je viens de décrire sont des états, évidemment, qui vont nous faire perdre de pied, qui vont carrément nous connecter avec justement cette espèce d'impression qu'on n'est plus en mesure de maîtriser quoi que ce soit. Et c'est ça un peu qui va déterminer une crise transpersonnelle. Et les pièges de l'éveil, bien évidemment, ils sont très, très, très tristement associés ou en relation principalement avec l'ego, tout simplement. Parce que, évidemment, la crise spirituelle, la crise transpersonnelle me met en contact avec une ouverture, quelque chose, un niveau subtil, une expérience transpersonnelle spirituelle qui me déséquilibre en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que l'ego va faire, lui, en général, quand on a un processus d'éveil? L'ego va chercher à s'attribuer quelque chose, à s'approprier quelque chose. Il va chercher à se valoriser, première des choses. Donc, dans le processus d'éveil, c'est très fréquent de voir des gens qui vont se valoriser, d'être dans un processus d'éveil, qui vont chercher à se mettre dans une situation d'importance par rapport aux autres en se disant, ben moi je suis important parce que je fais un travail d'éveil, ou parce que quelque part j'ai été choisi par des énergies très très évoluées, donc je fais un travail d'éveil
particulier, spécial, je suis mieux que les autres en quelque part. Là, je fais une caricature, hein. Ça ne se présentera pas aussi d'une façon aussi gratuite ou aussi caricaturale que je viens de présenter, mais malheureusement, ça peut arriver que c'est quelquefois aussi caricatural que ce que je viens de vous présenter, que les pièges de l'éveil vont se manifester. Donc, on comprend ici que le piège de l'éveil peut être un ego très fort, très puissant, qui va vouloir se valoriser, se mettre en importance, mettre dans une situation où il va dire aux autres, ben voilà, je suis le maître, prosternez-vous devant moi. Ce sont les caricatures, tout ça. Mais ça peut être tout l'inverse. Des gens qui vont se mettre dans une position d'humilité tellement grande qu'ils vont finalement carrément être dominés par les autres êtres humains. Ça aussi, ça ne fait pas partie de l'éveil. C'est un piège. Le piège de l'ego qui se met trop dans un processus de soumission ou trop dans un processus d'importance. Alors, dans les deux cas, ce n'est pas une position juste. La position juste, c'est la position de l'être éveillé qui reconnaît simplement sa puissance, qui reconnaît simplement la puissance des autres et qui se met dans une position d'humilité par rapport à la vie en reconnaissant qu'il sert l'humanité, qu'il sert quelque part son âme, qu'il sert l'expression spirituelle de son être et qu'il souhaite simplement faire ce qu'il a à faire sans chercher à se mettre en lumière ou en importance par rapport à son entourage. Et ça, c'est quelque chose que je crois qu'il est important de bien cerner. Souvent, les pièges de l'éveil, malheureusement, dans le monde spirituel, c'est souvent l'ego qui va jouer là-dessus en se mettant souvent dans une position d'importance parce qu'on se dit, ben, supérieur à d'autres êtres humains, ou on se dit à quelque part capable de faire un certain nombre de choses que d'autres ne sont pas capables de faire. C'est les pièges qui sont quand même reliés beaucoup à l'ego en général qui vont nous amener à cela. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que je viens de vous nommer? Ça va? Vous n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Le dernier point que je voulais apporter, c'est la mission sur Terre et l'éveil. C'est évident que tout le processus de l'éveil va nous amener justement, pourquoi nous éveiller? Ben, l'éveil va nous amener progressivement à toucher notre expression la plus profonde. Et l'expression la plus profonde, pourquoi on la touche? C'est parce qu'on commence à reconnaître justement qu'on a une nature profonde qui est en accord avec nous-mêmes, qui est vraiment notre couleur, qui est vraiment notre lumière. Et ça va nous amener donc à cette notion de qu'est-ce que je viens faire sur Terre, quelle est la mission que j'ai à accomplir sur Terre, etc., etc. Et j'aimerais revenir sur la dernière conférence qu'on avait abordée, où je vous avais parlé des bâtisseurs, communicateurs, guerriers, serviteurs, créateurs, philosophes et spirituels. Je ne sais pas ceux qui ont vu la conférence, ceux qui ne l'ont pas vue, mais évidemment, vous pouvez la visionner sur YouTube, dans la chaîne Pleine Conscience Intuitive, qui est ma chaîne, dans laquelle il y a énormément de conférences et vidéos que vous pouvez visionner si vous le voulez. Je reviens là-dessus pour faire valoir un peu cette notion de mission sur Terre, c'est-à-dire que l'éveil va m'amener justement à prendre conscience, par exemple, si je suis un bâtisseur, le bâtisseur en relation avec le chakra racine, le bâtisseur, c'est celui qui est vraiment très à l'aise dans le monde de la matière. Alors, si je m'éveille à la nature du bâtisseur qui est en moi, ben, je découvrirai quelque part que je suis quelqu'un qui voit la beauté de l'univers dans le monde terrestre. C'est-à-dire que je comprends quelque part que ce monde terrestre-là est merveilleusement bien fait. Il est plein de règles et de lois que je ne maîtrise pas, que je ne comprends pas. Il y a une beauté exceptionnelle dans cet univers-là. Puis quand on regarde le monde terrestre, on peut simplement que s'émerveiller vis-à-vis de lui. Et les bâtisseurs ont justement cette capacité de comprendre la nature matérielle, de comprendre le monde physique, le monde terrestre, et de s'émerveiller à celui-ci, et donc de chercher justement simplement à faire les plus belles choses de ce monde terrestre-là. Quand on regarde par exemple les pyramides d'Égypte, ou quand on parle des églises en Europe, par exemple, il y a énormément d'églises qui sont exceptionnellement belles, et qu'on pense à l'effort qui a été mis en place pour que ces églises-là puissent représenter le paradis ou puisse représenter quelque part Dieu, on comprend justement qu'il y a eu des bâtisseurs qui ont été derrière ça et qui ont su à quelque part donner de l'âme par la matière, par la matière, puis la lourde matière, parce que quand on regarde les églises en Europe, la matière, elle est très présente. Donc, vous comprenez que grâce à cette matière-là, on est parvenu à créer quand même, à refléter, à reproduire la beauté de l'univers à travers ces lieux physiques-là. Et c'est souvent les bâtisseurs qui vont avoir cette capacité de pouvoir transmettre cette capacité donc de prendre la matière et d'en faire quelque chose qui soit vraiment en accord avec une beauté lumineuse. Je pense à des agriculteurs. Les agriculteurs sont des êtres justement qui ont compris les lois de la matière, qui ont compris les cycles de la vie et qui ont compris quelque part la beauté de tout ça, c'est de partager la nourriture, la lumière quelque part, que cela produit. Hein, puis ils vont transmettre, ils vont partager cette production qu'ils ont pu faire. Donc ça aussi, ça fait partie des bâtisseurs. Vous voyez, ce sont la nature du bâtisseur que cela va amener. Donc, évidemment, une autre question qui m'est posée. Est-ce que l'ego peut agir en sens inverse?
excusez-moi, je donc vais faire une petite transformation, je dois réduire un petit peu. OK. Est-ce que l'ego peut agir en sens inverse? Plutôt que de se sentir supérieur, se sentir pas assez bon et du coup des projets échouent. Et tout à fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai parlé évidemment que l'ego peut se présenter sous deux formes. Mais là, je vais vous le présenter dans un contexte spirituel et peut-être moins dans le contexte que tu le proposes. Mais il y a des êtres humains qui vont se sentir très importants et qui vont se dire, mais moi je suis supérieur, je suis quelqu'un d'exceptionnel, je suis en communication avec des sphères très très élevées, vous me devez le respect, par exemple, hein, que ce sont des gens qui vont se mettre au-dessus du monde. Et il y a des gens qui vont se mettre en dessous du monde, qui vont vraiment au contraire être dans un processus de soumission, de vouloir servir les êtres justement qui sont plus évolués qu'eux, etc. Et qui vont d'une certaine façon même s'humilier. Alors c'est un peu l'inverse. Alors c'est certain que à quoi tu fais référence, Corinne, et je te fais référence peut-être à la conférence, la dernière conférence qui en a parlé un petit peu de ça d'une façon plus poussée. C'est évident que l'ego est constamment dans un processus de contrôle et l'ego peut donc avoir une volonté de se mettre dans une position de supériorité, mais peut également se mettre dans une position de victime. Une position de victime, mais c'est un peu ce que tu décris, je pense, Corinne. Donc, évidemment, tout le travail de la connaissance de soi va consister justement à apprendre à découvrir qui nous sommes véritablement, puis apprendre aussi par la déprogramation et les soins à nous supporter, puis à nous soutenir pour nous réapproprier le droit d'exister, réapproprier le droit d'être qui nous sommes véritablement. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc, si on poursuit maintenant avec la mission sur Terre et l'éveil, le communicateur, maintenant, le communicateur, c'est relié au chakra sacré. C'est beaucoup relié à l'identité, le communicateur. Et le communicateur, ce qu'il recherche, lui, c'est la communication juste et vraie avec lui-même et les autres. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la mission de vie du communicateur, qu'est-ce qu'on va rechercher? Bien évidemment, ce sont des gens qui vont valoriser beaucoup la communication. Ce sont des gens qui vont chercher justement à transmettre la connaissance, transmettre la connaissance, c'est-à-dire transmettre la communication, communiquer quelque part, pour eux, c'est très important. Donc, je pense aux médias, tout simplement, qui existent et qui sont maintenant plus nombreux plus que jamais avec les médias sociaux et tout ça. La communication est devenue très importante, mais encore là, la communication, qu'est-ce que c'est? C'est intéressant de savoir que la communication, elle a comme deux aspects. La communication authentique, c'est la communication qui est juste. Cette communication qui est juste, elle n'est pas facile. Plus que jamais aujourd'hui, avec les médias sociaux, on questionne les médias, les journaux par exemple, on questionne ce que les gouvernements nous transmettent à travers les informations qu'on retrouve dans les journaux, à la télévision, etc. Et les médias sociaux nous amènent de plus en plus à ce qu'on appelle des fake news, c'est-à-dire des nouvelles qui ne sont pas nécessairement vraies, qui ne sont pas vérifiées véritablement, et ça devient comme une espèce de brouhaha d'informations qui circulent maintenant, qui est merveilleux, puis en même temps, quelque part, qui est difficile aussi à pouvoir se retrouver. Alors, je pense que le communicateur a un rôle à jouer à ce niveau-là, de pouvoir justement amener l'information juste. L'information juste, c'est je suis vrai avec moi et je cherche à être vrai avec l'autre. Et vrai avec l'autre ne veut pas dire n'importe quoi. C'est important de bien cerner ça. Ça veut dire quelque part de dire les choses qui ont pu justement avoir une certaine, qui reposent sur une certaine réalité, qui reposent sur une certaine articulation, je dirais. Hein, on sait que les journalistes, qu'est-ce qu'ils vont chercher à faire? C'est de toujours chercher une information qui est vérifiée par plusieurs sources, par exemple. Donc, c'est certain que ça reste qu'on a un univers limité. Hein. L'être humain, l'authenticité n'est pas une chose naturelle chez l'être humain, je dirais. Et c'est certain qu'aujourd'hui, le défi du communicateur, c'est certainement de se rapprocher de cette vérité authentique le plus possible. Alors qu'on sait bien qu'il y a énormément d'obstacles et de difficultés à cela, mais je pense que le communicateur a certainement un rôle à jouer au niveau de la communication et de transmettre donc cette vérité envers lui-même et envers les autres pour favoriser donc justement une capacité d'amener la vérité à pouvoir prendre forme de la façon la plus juste et la plus vraie possible. Et je pense que c'est important ce rôle-là également dans la société. J'ai une autre question ici à propos de la place des animaux qui subissent et souffrent. Attention, je dois faire une petite rectification pour ça, pour pouvoir lire au complet la réponse. La question plutôt, excusez-moi. À propos de la place des animaux qui subissent et souffrent de la supériorité des humains. Oui, ok. C'est certain que d'un point de vue spirituel, puisque le thème d'aujourd'hui c'est la spiritualité, donc j'essaie de le faire dans un contexte d'éveil, c'est bien évident quelque part que quand on pense à quelqu'un qui se nourrit, on parle des animaux, on sait qu'à quelque part que dans le monde actuellement, la capacité de manger de la viande est quand même assez fréquente dans le monde. C'est pas quelque chose c'est assez fréquent.
Et c'est certain que cette notion de souffrance des animaux, elle doit être certainement questionnée. Aujourd'hui, on n'en est pas rendu là. C'est certain que la notion d'éveil, c'est pas de dire que les animaux souffrent, c'est de développer une conscience de la souffrance des animaux. Ce qui est différent. L'éveil, c'est ça. Hein? L'éveil, c'est pas un terme, c'est pas de la théorie. La théorie, si je pourrais dire, ben, les animaux souffrent. Ça, c'est un terme théorique. Hein, je peux dire, ben oui, les animaux souffrent. Est-ce que tu en as déjà vu souffrir? Non, mais je sais qu'ils souffrent. Tu vois? Maintenant, ça, c'est une expérience, c'est plus de l'ordre de l'intellect. Maintenant, l'éveil ne repose pas sur cette notion d'intellect. C'est important de faire la différence parce que quand on regarde la société actuellement, et même la démarche spirituelle, même les grands courants spirituels, beaucoup de gens vont partir sur des idées préconçues ou sur des croyances qu'ils ont en affirmant des choses parce qu'ils ont ces croyances-là. Et pour moi, c'est pas ça de l'éveil. L'éveil, c'est vraiment une expérience expérientielle. Je suis éveillé à quelque chose. Je suis éveillé, par exemple, à la souffrance que les animaux vivent. Cet éveil-là ne se passe pas par les mots, ne se passe pas par une réflexion intellectuelle. Il passe d'abord et avant tout par une expérience émotionnelle et sensorielle intérieurement parce que je suis connecté avec la souffrance des animaux. Et c'est l'éveil qui me met en contact avec ça parce que je suis capable de reconnaître que les animaux souffrent. Tout comme, tu parles de la souffrance des animaux, on pourrait parler de la souffrance des humains. L'éveil aussi, ça fait partie de ça. L'éveil des humains. Les humains souffrent. Et je suis capable de me connecter avec la souffrance des êtres humains. Je suis capable aussi de me connecter avec d'autres choses que la souffrance des êtres humains également. Alors c'est ça un peu l'éveil. L'éveil, c'est de se rendre compte que oui, les humains souffrent, les animaux souffrent, oui, les humains souffrent. Et l'éveil, c'est de reconnaître que la souffrance, elle existe dans tout. Et c'est pas juste dans les animaux. Parce que je dis ça pourquoi, Gwen? Parce que si je porte mon attention uniquement sur la souffrance des animaux, je suis en train de m'éveiller à un petit, peut-être pas si petit que ça, hein, mais un secteur quand même limité de l'univers et de la vie. Je pense que l'éveil, c'est avoir une vision globale des choses. Oui, les animaux souffrent. Oui, les humains aussi souffrent. Et dans ce sens-là, ça ne veut pas dire que je dois accepter que les animaux souffrent, mais je dois être aussi mature et sage en comprenant effectivement que c'est inacceptable que les animaux souffrent et que, par exemple, des gens tuent pour se nourrir d'animaux alors qu'ils pourraient faire autrement. Mais ça veut donc dire quelque part que moi, en tant qu'être éveillé, ma mission de vie, si c'était un thème qui est important pour moi, mais ce serait effectivement de comprendre qu'est-ce que je peux faire, moi, pour éveiller l'être humain à cela, en comprenant quelque part que je ne pourrais pas changer du jour au lendemain l'être humain dans sa collectivité, mais que je peux éveiller. Et là, ça devient quelque part une sagesse. La sagesse, c'est ne pas justement me souffrir parce que les animaux souffrent, c'est être capable justement de comprendre quelle est ma mission de vie en tenant compte de cette réalité-là, en tenant compte de ce que moi je peux faire, en acceptant justement ce qui est. En acceptant ce qui est, c'est-à-dire je ne pourrais pas changer la collectivité au complet, mais je peux je peux peut-être aider des gens à être plus sensibles à ça. Alors vous voyez, c'est ça un peu que je pourrais dire par rapport à ça. Daniel qui me dit, si je comprends bien, suivant, si nous sommes communicateurs ou bâtisseurs, cela détermine notre mission de vie. C'est-à-dire que, je dirais ça comme ceci, c'est qu'on a des dominances. Alors, il y a des gens qui sont carrément bâtisseurs, qui ont une dominance bâtisseur. On peut être une dominance communicateur. On peut avoir plusieurs dominances aussi. Mais en général, on a une dominance plus importante au niveau du bâtisseur, du communicateur, ou ensuite du guerrier, qui est le troisième dont je voulais vous parler, qui est relié au plexus solaire. Et le guerrier, quelque part, c'est quelqu'un qui va être davantage orienté sur le rapport de force. Hein? On va l'appeler comme ça. Le guerrier, c'est le soldat, c'est le militaire, c'est le sportif, c'est le compétitif, c'est celui qui veut gagner, c'est celui qui veut battre. Hein? C'est vraiment des énergies comme ça, le guerrier. Il ne faut pas se leurrer. Hein? Maintenant, quand on a cet éveil par rapport au guerrier, on prend bien conscience qu'en tant que guerrier, on comprend quelque part qu'on est un guerrier, mais que la meilleure façon d'être un guerrier qui est puissant et qui est fort, c'est de collaborer avec d'autres guerriers. C'est un peu le concept de l'armée. Hein, on a un général, on a plusieurs soldats autour de soi. Le général est le dominant, quelque part, c'est le leader, et il va pouvoir organiser autour de l'armée une puissance et une force organisée. Donc, tout le processus à quelque part de l'évolution, il va se faire à quelque part justement à travers cette démarche justement d'équilibre, je dirais, entre
cette capacité que j'ai de reconnaître que je suis un être qui a une certaine puissance, une certaine force, mais que j'ai pas envie d'écraser la personne qui est à côté de moi. Et ça, c'est relié à l'éveil. L'éveil va comprendre justement que c'est pas parce que je suis fort que je dois montrer à l'autre que je suis plus fort que lui, ou chercher à humilier l'autre, etc. Ok? Ou me faire humilier aussi. Hein, c'est toute la même chose. Le guerrier, quelque part, doit être capable d'assumer sa puissance, et sa puissance va chercher à collaborer avec d'autres êtres humains puissants pour qu'il y ait effectivement une collaboration qui puisse prendre forme. Et quand on arrive à cette position de guerrier-là, ben on comprend quelque part qu'on a un rôle à jouer important parce que le guerrier, qu'est-ce que c'est? C'est un individu qui est capable de faire des croisades. C'est un individu qui a une certaine puissance, une certaine force, qui est capable d'amener des changements dans la conscience par cette capacité qu'il a de mettre en place cette notion de l'armée. L'armée, c'est quoi? C'est des regroupements de gens. Et les regroupements de gens qui vont faire que, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont un désir de changement, ben, ces plusieurs personnes-là vont faire que ça va devenir une puissance suffisamment forte pour amener le changement. Donc, vous voyez que l'énergie du guerrier est une énergie vraiment fondamentale et qu'en termes de mission de vie, ben, ce sont des gens, quelque part, qui vont devenir des leaders. Et ces leaders-là vont être capables, justement, de mettre en place, certainement, cette notion de regroupement de gens, hein, pour pouvoir permettre, justement, à la transformation évolutive de l'être humain de pouvoir prendre forme. Alors, le guerrier, c'est un peu ça. Le serviteur, maintenant, qui est donc le 4e chakra relié au cœur. Alors, le serviteur, c'est quelqu'un qui va donc apprendre à bien se connaître et qui va donc apprendre aussi à partir du moment où il se connaît bien, d'avoir envie de servir l'humanité dans un amour de lui-même. Okay, il ne veut pas se perdre dans les autres, là. Il veut s'aimer, et parce qu'il s'aime, il a envie de servir l'humanité, mais dans un contexte où il se reconnaît, et il reconnaît les autres. Et il y a une forme de collaboration et de partage qui peut en résulter. C'est la pensée communautaire, ça, le chakra du cœur. Hein? C'est la pensée, effectivement, de la société nouvelle, on pourrait le voir comme ça, où les êtres humains, au lieu de chercher justement à profiter les uns des autres, cherchent à trouver une forme de position juste entre eux et les autres. Donc, la mission de vie du serviteur, c'est évidemment quelqu'un qui va chercher justement à développer une relation nouvelle. Alors, ce sont des gens souvent qui vont s'intéresser à cette notion de communauté, c'est-à-dire des regroupements de gens qui se retrouvent ensemble pour développer une société nouvelle. Cette société nouvelle, elle est souvent comme un micro-organisme, hein, c'est-à-dire que dans la communauté humaine, on va retrouver des petits regroupements de gens qui vont faire des choses différentes de la communauté générale humaine. Et ces gens-là vont le faire parce qu'ils vont développer une vision d'un nouveau modèle humain qui est peut-être précurseur d'un monde humain futur. Hein. Et je pense au film Demain. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu ce film-là Demain. Ça s'appelle Demain, le titre. C'est un documentaire qui est excellent. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le conseille très fortement. Et dans lequel, justement, un journaliste s'est promené dans tous les pays du monde pour aller voir des modèles de fonctionnement différents dans tous les domaines de la vie, soit au niveau économique, au niveau agriculture, etc. C'est très, très bien fait. J'ai beaucoup aimé. Et ça met bien en évidence cette notion du serviteur. Il y a des exemples, justement, de micro-sociétés qui sont en train de prendre forme dans le monde et qui ont objectif, justement, de chercher à bâtir la vie sur de nouveaux modèles d'économie, par exemple. Et je pense que ça peut être de beaux exemples de gens qui ont une mission de vie de serviteur, ça. Le créateur, maintenant, ce sont des gens, quelque part, qui vont avoir qui ont une énergie, premièrement, d'individu. Hein, ils sont très individualisés, les créateurs, parce qu'ils sont capables de se connecter avec des vibrations que la majorité des êtres humains ne sont pas capables de capter et dans lesquels ils sont capables donc de comprendre des choses que les autres ne comprennent pas et donc d'être capables de manifester donc de la créativité, de l'inventivité sur Terre qui n'est pas encore actualisée sur Terre et eux sont capables donc d'arriver à la conceptualiser et à lui donner une forme également qui n'est pas reconnu encore socialement, ils sont capables de le faire. Je pense à Einstein qui a pris des années pour se faire comprendre, parce qu'à quelque part, il avait capté cette créativité-là, cette inspiration-là, et ça a pris beaucoup de temps avant que d'autres physiciens comprennent son modèle, parce que justement, il arrivait avec des nouvelles formes, des nouvelles visions du monde, que les physiciens n'étaient pas capables d'intégrer ou de visualiser avant un certain nombre de temps, ça a pris un certain nombre d'années même, pour qu'Einstein puisse être compris véritablement de ce qu'il voulait faire. Par exemple, c'est un exemple que je vais vous donner. Donc, le créateur, c'est un individu qui va, comme mission de vie, avoir des idées nouvelles, des pensées nouvelles, des façons de voir les choses différentes nouvelles, et il va avoir envie donc de les installer sur Terre. Le défi du créateur, bien évidemment,
c'est de ne pas se retrouver en prison parce qu'il arrive avec des idées tellement nouvelles qu'elles ne sont pas acceptées sur Terre. Alors c'est là qu'on touche la maturité de l'éveillé. La maturité de l'éveillé va comprendre justement qu'il ne peut pas se permettre d'arriver avec des idées trop révolutionnaires si où est-ce qu'il se situe dans l'époque du temps chez l'être humain, il ne sera pas accepté. Donc il va devoir passer par un processus de travail pour arriver à se faire comprendre, à se faire entendre et à se faire respecter aussi dans son modèle. Donc s'il devient rebelle, parce que le créateur, comme il est un indépendant, un individualiste, il peut devenir rebelle, il peut vouloir même provoquer l'être humain, provoquer la collectivité par ses idées originales, et ça peut provoquer chez lui des problématiques, des difficultés d'intégration sociale. Il va vraiment se faire rejeter. Et ça, on a des exemples de gens qui ont voulu amener des modèles différents sur Terre, puis qui ont été rejetés complètement parce qu'ils arrivaient avec des idées peut-être un petit peu trop originales, justement. Et par réaction, le créateur peut devenir effectivement ah ben vous ne m'acceptez pas, ben je vais vous donner des raisons pour ne pas m'accepter, puis ils vont en mettre plus. Ça, c'est des choses qui peuvent effectivement arriver avec le créateur. Et ça, c'est vraiment un piège de l'ego, ce que je viens de vous exprimer. Quand quelqu'un devient blessé en son orgueil, ben, il va vouloir justement chercher à vouloir provoquer et ça peut générer des problématiques chez lui plus importantes. Le philosophe qui est relié au chakra frontal, donc le philosophe, lui, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? C'est un individu qui va chercher, c'est un sage dans un premier temps, le philosophe. C'est-à-dire qu'il est capable de communiquer, ces deux hémisphères cérébraux communiquent ensemble, ce qui veut dire qu'il y a une forme de position de synchronisation des hémisphères qui se présente, qui fait qu'il devient un témoin. Un témoin de quoi? Un témoin de ce qui se passe dans l'univers. Il est capable de comprendre, parce qu'il est connecté avec la sagesse intuitive, il est capable de comprendre tout ce qui se passe dans la vie. Donc, il devient un grand conseiller, il devient un grand sage, il devient quelqu'un qui est capable d'aider les autres par sa compréhension et sa connaissance, parce qu'il comprend quelque part que derrière les événements, il y a une sagesse, une raison d'être qu'il est capable d'expliquer et transmettre. Donc, le philosophe est vraiment un être de sagesse qui va être capable habituellement d'aider les autres, à être capable donc de pouvoir comprendre ce qui se passe dans leur vie. Alors c'est un peu, on pourrait voir ça un peu comme le gourou qui est capable d'aider les autres. C'est pas tous les gourous qui ont cette capacité de donner de la sagesse aux gens, mais il y en a certains d'entre eux qui sont spécialisés dans cette voie-là, et ce sont certainement des énergies de philosophes qui sont présentes à ce moment-là chez ces personnes-là. Il y a également le spirituel, qui est le dernier, qui est relié au chakra couronne, qui, lui, va nous présenter effectivement un être qui a donc une connexion avec son âme, avec son essence spirituelle, son essence fondamentale. Et ces êtres-là sont des gens qui n'ont rien à prouver sur Terre. Ils n'ont plus rien à prouver sur Terre parce qu'ils sont connectés déjà avec la source spirituelle et ils vont finalement avoir une mission de vie qui peut être très sobre, qui peut ne pas être vue de tous ou qui peut être vue par beaucoup de monde. Mais ces gens-là, quelque part, ont un travail à faire puis ils le font tout simplement dans l'humilité. Ils n'ont pas besoin de se faire valoriser ou se faire valoir. Ils font un travail qui doit être fait tout simplement et ils ont reconnu leur mission de vie tout simplement, qui peut être une mission de vie qui peut être assez sobre, qui peut être très rayonnante et lumineuse selon les circonstances, mais ils le font en accord avec cette nature fondamentale. Donc voilà, c'est un peu les missions de vie sur Terre qu'on va retrouver chez l'être humain d'une façon générale. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions maintenant sur l'ensemble de la conférence, puisque la dernière étape qui me reste à faire, c'est de faire une petite démonstration avec une personne de la salle. Mais d'abord, peut-être que vous auriez des questions sur ce qui a été dit jusqu'à maintenant ou sur d'autres sujets. Alors, c'est des questions, ce serait le moment. Et entre-temps, bien évidemment, je peux faire une petite démonstration aussi avec une personne de la salle. S'il y a quelqu'un qui veut se présenter, elle fait simplement dire oui, par exemple, et ça va être la première personne qui va me signifier oui dans le chat qui va avec qui je vais pouvoir faire une petite démonstration. Bon, j'avais dit oui, Daniel, mais on va dire que c'est correct. Donc, je vais donc y aller avec Daniel. Est-ce que tu as un thème particulier, Daniel, que tu aimerais qu'on regarde? Alors, Daniel, si tu veux juste me donner un petit... si tu as un thème que tu voudrais que je regarde ou pas? Ou je me laisse guider par tout simplement?
OK. On va voir ce qui va ressortir alors. Tu vois, ce que je perçois de toi, euh, ce que je perçois de toi, Daniel, dans un premier temps, c'est que je vais donner une caricature de ce que je perçois, OK? Ce que je perçois de toi, c'est un peu comme une personne qui s'est énormément donnée aux autres, puis qui a reçu une baffe. On pourrait voir ça comme ça. Alors, quand on se donne aux autres, on a l'impression de bien faire, et qu'on soit une baffe, ben, quelque part, ça nous amène donc à nous dire, ben, finalement, tout ce que je faisais, ça n'a pas été bien reçu. Donc, c'est peut-être finalement pas une bonne idée de poursuivre ainsi. Donc, c'est ça la remise en question dont tu me parles, j'ai l'impression. C'est un peu comme une façon de fonctionner dans laquelle on a reconnu à quelque part qu'elle n'était pas appropriée, qu'elle n'était pas juste. Puis, ça nous amène donc évidemment à se rappeler quelque part qui nous sommes. Qui nous sommes, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que je suis celle qui se donne aux autres et qui s'oublie? Ou est-ce qu'au contraire, je suis quelqu'un qui doit apprendre justement à se faire respecter dans l'idée de donner? Se faire respecter dans l'idée de donner, ça veut donc dire comprendre que si je donne quelque chose, ben je vais m'assurer que la personne à qui je donne va le reconnaître, ce que je donne, et qu'elle va effectivement reconnaître qu'il y a un échange, inévitablement une forme d'échange, de partage qui doit en résulter. Sinon, la personne n'est pas en train de reconnaître ce que je fais, et c'est donc pas une bonne idée que je continue à lui donner à cette personne-là. Donc pour moi, il y a toute une crise reliée à l'identité de me dire, je dois apprendre à me reconnaître, ce que je n'avais peut-être pas fait auparavant, et je dois apprendre peut-être à me donner la permission maintenant de valoriser les qualités, les compétences que j'ai. Parce que quand on est très orienté vers les autres et qu'on peut donner facilement ce que nous sommes aux autres, on peut des fois être tellement délicate et délicat envers les autres qu'on oublie quelque part de faire valoir tout ce qu'on fait pour la personne. On ne veut pas la déranger, on ne veut pas la déplaire, on veut lui montrer qu'on fait beaucoup. Mais on ne veut surtout pas trop mettre en évidence ça parce qu'on ne voudrait pas la mettre mal à l'aise, etc. Et de cette façon-là, ben, on finalement se retrouve dans une position où on devient en quelque sorte soumis à la personne qui ne reconnaît même pas ce qu'on fait et qui finalement va nous faire souffrir parce qu'elle va peut-être nous décevoir par la suite. Je ne sais pas si tu me suis par rapport à ça, Daniel. Si tu veux juste me faire un petit commentaire, Daniel. OK, donc tu es d'accord avec ce que je viens de te dire. Alors, ce qu'on va faire maintenant, donc, on a vu un petit peu, donc, quand on touche la mission de vie, et quelque part pour moi là-dedans, c'est que, à court terme, ta mission de vie, c'est de dire stop. Stop dans le sens que je ne suis plus intéressé à me donner à 350% à des gens qui vont tout prendre qui je suis et qui ensuite vont pas me reconnaître. Donc, j'ai envie, à court terme, de me mettre dans une position de fierté. La fierté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je donne, je suis fier de dire que j'ai donné. Non pas pour rendre mal à l'aise la personne qui est devant moi, mais pour lui faire valoir quelque part que je suis en train de faire quelque chose et que j'ai envie quelque part qu'on me reconnaisse. C'est-à-dire que moi, si par exemple quelqu'un me fait quelque chose de gentil envers moi-même, je peux très bien faire comme si rien n'était en ne reconnaissant pas ce que cette personne le fait, mais je peux aussi très bien lui faire valoir que tout ce qu'elle fait, pour moi, est fortement apprécié, puis de beaucoup mettre en évidence ça. Donc, c'est un choix que tout être humain a de faire. Et je pense que c'est important que toi, qui es une personne qui peut donner beaucoup, mais tu dois apprendre évidemment à faire en sorte de faire valoir que tu es quelqu'un qui donne beaucoup et que tu as besoin maintenant que les gens le reconnaissent et l'apprécient aussi. Parce que c'est bien beau dire je donne beaucoup, mais si la personne n'est pas en mesure de l'apprécier, c'est peut-être pas une bonne idée de se donner d'une façon constante et continue comme ça. Donc, je pense que c'est important de bien faire attention à cela également. Tu me suis toujours, Daniel? Puis tu vois, l'autre chose que j'aurais le goût de te dire, Daniel, c'est que quand on interagit avec ton énergie, on voit bien quelque part au niveau de la région du bassin, hein, qui est vraiment reliée au bâtisseur, hein, dont on parlait tout à l'heure. Il y a quelque chose quelque part qui est inhibé chez toi à ce niveau-là. C'est-à-dire que dans la région du bâtisseur, il y a effectivement quelqu'un qui a été habitué à se faire dominer et qui a été habitué à se faire casser par son entourage et qui a été habitué à ne pas oser exprimer ses limites
ou son écœurement, ou sa volonté de se faire respecter. Et je pense que certainement que quand on fait bouger l'énergie dans ton corps, la première chose qu'on ressent, c'est ce besoin de te dire stop, j'en ai assez, j'en ai marre, j'ai envie qu'on me respecte, j'ai envie qu'on m'apprécie, j'ai envie qu'on m'aime, j'ai envie à quelque part qu'on me regarde et qu'on me voit. Et c'est ça un petit peu que je sens que tu es en train aussi de reconnaître actuellement en toi, Daniel. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça. Alors pour moi, ça générerait quoi? Ça voudrait dire finalement que tu serais peut-être tenté de communiquer, de verbaliser ta frustration et ton mécontentement envers les gens quand tu sens que c'est pas juste. Et je te dirais que ça serait une bonne chose, parce que pour moi, ça serait un symptôme de l'éveil, ça. On va l'appeler comme ça. C'est-à-dire que c'est un indice que ton éveil est en train de prendre forme, c'est-à-dire que tu es en train de t'éveiller à ta volonté de prendre position par rapport à ton entourage et à ne plus être dominé. Alors, je pense que c'est quelque chose d'assez positif, ça, de pouvoir te donner cette permission-là de l'expérimenter. Alors, tantôt, j'ai parlé des pièges de l'ego, Daniel. Et quand je cherche à faire monter l'énergie vers la région de ton ventre, par exemple, qui est le deuxième chakra, qui est relié au communicateur, ce que je vois à ce moment-là, c'est c'est là qu'on voit que l'ego peut être un piège à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, ce que je vois, c'est que ton ego a peur. C'est un peu comme la docilité. Moi, il faut que je sois douce, il faut que je sois docile, il faut que je ne déplace pas d'air, il faut que je sois gentil, il faut que tout aille bien, il faut que tout soit en harmonie, que tout le monde soit content, etc. Comme ça, avec quelque part en toi, une très grande peur de mettre en lumière une facette de toi qui est complètement l'inverse de ce que je viens de te décrire. C'est-à-dire une femme, justement, qui a envie d'être valorisée, d'être reconnue, d'être appréciée, d'être aimée, qui n'a plus envie, justement, d'être celle qui se met en l'ombre, mais au contraire, qui a envie de se mettre dans une position lumineuse. Et je pense que c'est intéressant pour toi de bien mettre en évidence cet aspect-là, de bien reconnaître ça en prenant un papier, un crayon et en commençant à te valoriser et à reconnaître effectivement cette femme lumineuse qui est en toi. Parce que jusqu'à maintenant, je pense que tu as beaucoup expérimenté la femme qui est dans l'ombre et tu n'as pas encore repris contact avec cette femme lumineuse que tu as besoin de manifester d'une façon de plus en plus importante. Et ce serait sans doute intéressant pour toi de le mettre en évidence à ce niveau-là. Est-ce que vous auriez d'autres questions par rapport à ça? Est-ce que ça te donne des indices, Daniel? Tout à fait juste, donc c'est bien. Alors, c'est un petit peu ce que j'avais envie de te communiquer par rapport à ça. Alors, les conseils que tu donnes à Daniel me vont comme un gant, donc c'est super. Ben oui, ça, effectivement, ça arrive, comme je dis, ce genre de petite expérimentation-là, quelque part qu'on fait avec une personne, ben effectivement, peut avoir une résonance avec d'autres personnes qui sont dans la salle, parce qu'effectivement, on est tous un peu en relation les uns avec les autres, et donc ça peut être effectivement intéressant de pouvoir en parler ouvertement comme ça avec Daniel, puis voir que d'autres gens peuvent être concernés. Mais Daniel, c'est donc intéressant que tu prennes un papier, un crayon, puis que tu fasses émerger un petit peu toute cette force qui est en toi, que tu avais peut-être un petit peu négligée. Juste un petit instant, on va regarder ce que tu me dis depuis samedi, l'amour et à moi-même, de toi-même. Voilà, exactement. Cet amour-là est important que tu cherches à le conscientiser de plus en plus fortement. Voilà. OK. Comment savoir de quelle mission de vie on se rapproche plus? Ben, la première chose, quelque part, c'est la question de résonance. La question de résonance, c'est quelque chose, effectivement, qui est important. C'est-à-dire que quand je te décris les 7 missions de vie que je t'ai proposées, que je t'ai présentées, si je te demandais de mettre des pourcentages sur chacune d'elles, peut-être que tu serais capable de me dire que pour le bâtisseur, par exemple, tu as 20%, pour le communicateur, tu as 95%, que le guerrier, c'est 70%, puis que le serviteur, c'est à 10%, etc. Tu vois, donc tu serais capable, par le simple pourcentage, de reconnaître que tu es en affinité avec certaines missions. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que tu as fait dans ta vie jusqu'à maintenant? Quel est le type de travail que tu as fait dans ta vie jusqu'à maintenant? Ça aussi, c'est toutes des choses qui peuvent t'aider justement à comprendre davantage le processus dans lequel tu as pu te retrouver. Tu vois, je pense que quelque part, on peut vraiment reconnaître quelquefois qu'on a un certain parcours de vie jusqu'à maintenant dans lequel on a pu constater qu'on avait, par exemple, une certaine fatigue ou certaines lassitudes par rapport à certaines tâches qu'on a fait jusqu'à maintenant et qu'on aurait une envie aujourd'hui, si on se laissait aller dans notre imagination et notre créativité, à dire j'aurais envie de faire telle chose, telle chose, telle chose. Et là, ça nous rapproche encore là vis-à-vis de notre mission de vie.
Et cette mission de vie-là, quelque part, c'est pas toujours des choses extraordinaires. Hein. Je pense, par exemple, à l'exemple d'une secrétaire. Hein, les secrétaires, bon, on pourrait dévaloriser ça. Mais des gens, quelque part, qui sont excellents pour assister une autre personne. Et dans ce sens-là, assister une autre personne, mais ça peut être, c'est merveilleux. Hein, il n'y a rien de négatif là-dedans. C'est simplement, c'est une tâche. Et cette tâche-là, quelque part, peut être très bien faite. Il y a des excellents secrétaires et des gens qui seraient incapables de se passer de leur secrétaire tellement que secrétaires masculins ou féminins, hein, et qui sont tellement quelque part, ils font un travail qui est important et juste. Donc, vous comprendrez que, et le secrétaire en question, la secrétaire peut très bien être très heureuse et s'épanouir là-dedans aussi. Donc, vous voyez que les tâches peuvent être très, très multiples. Être cuisinier, par exemple, on va dire, ah, ben, un cuisinier, on est toujours dans la nourriture, etc. On pourrait dévaloriser ça si on n'aime pas la cuisine, mais il y a des gens qui sont dans la cuisine qui vont adorer faire ça. Il peut y avoir des êtres cuisiniers qui sont excellents aussi, qui contribuent bien à travailler avec un cuisinier. Donc, il y a plein de tâches. Il ne faut certainement pas penser toujours à quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, mais de comprendre quelque part que le bonheur, c'est de trouver notre mission de vie à l'intérieur d'une expression de nous-mêmes qui est réaliste. Et ça touche la maturité, hein, la sagesse. Moi, par exemple, je pourrais dire, mais moi, je voudrais être connu dans le monde entier. Et ma mission de vie, ben, ça serait de vouloir parler au monde entier. Ça, c'est une intention que je pourrais avoir. Maintenant, dans ma réalité, elle est peut-être différente. Donc, je dois aussi m'ajuster à cette réalité-là pour apprendre, effectivement, à trouver un bonheur dans l'expression de qui je suis, à l'intérieur de ce que je suis, puis à l'intérieur de ce que j'aimerais atteindre, de voir comment ça peut être fait, tout en acceptant, évidemment, la réalité de ce qui est là. Et je pense que ça, c'est quelque chose aussi qui est important de ne pas s'illusionner, parce que sinon, s'illusionner, ça ne sert à rien. On s'éloigne de notre objectif et ça nous rend malheureux. Et je pense que l'important de la mission de vie, c'est d'identifier une façon de s'exprimer qui soit juste pour nous, tout simplement. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Christiane. Tant mieux, Daniel, si cela t'aide beaucoup. Ça me fait plaisir de l'entendre. Donc voilà, c'était en quelque sorte donc la conférence. Alors peut-être que s'il y a d'autres thèmes, ça serait peut-être un moment de les poser. Comme vous savez, donc c'était la 3e conférence et c'était donc la 3e conférence qui termine donc les préinscriptions pour les formations qui vont donc commencer le 1er décembre. Donc on est encore très loin du 1er décembre, mais sachez cependant que pourquoi je fais ce pré-lancement-là, c'était pour justement faire des promotions, pour aider les gens donc à avoir envie de se lancer, puisque à partir du 15 septembre jusqu'au 23 novembre, je vais être en France et très actif dans le présentiel. C'est-à-dire, je vais faire des conférences, des consultations et je vais faire également des enseignements en présentiel pendant cette période de temps-là. Donc, je serai moins disponible pour pouvoir faire des conférences comme celle que je viens de faire aujourd'hui. Donc, j'avais le désir de faire une préinscription pour cette raison-là, pour lancer un peu la machine, comme on dit, par rapport aux différents enseignements qui sont proposés. Sachez aussi que quand je dis que le 1er décembre, les enseignements commencent, ça veut donc dire que l'introduction en ligne ou l'introduction en présentiel va se faire dans un premier temps, d'ici le 1er décembre. Et le 1er décembre, on commence les enseignements et on passe du principe que les gens ont déjà fait l'introduction en ligne ou l'introduction en présentiel et qu'on passe à une deuxième étape, là, évidemment, qui est donc l'approfondissement de l'enseignement. Donc voici, je vais faire peut-être une dernière, une petite promotion pour vous rappeler à quelque part les promotions. Donc d'ici le 31 août 2017 à minuit, vous avez l'occasion de bénéficier des promotions pour une dernière fois pour ceux que cela intéresserait, puisque vous avez toujours l'opportunité de vous inscrire évidemment sur les pages en vente, pages d'inscription sur les sites thérapieintuitive.com tout le temps, sauf que les conditions que je vous donne ici sont meilleures que celles qui se retrouvent sur les pages d'inscription qui sont disponibles sur le site Thérapie Intuitive. Donc, la formation personnelle. Alors, j'ai ajouté des petits éléments. Donc, vous savez qu'il y a une introduction en ligne qui se compose de 3 modules d'enseignement à 150 €, 150 $. Bon, jusqu'au d'ici le 31 août, c'est 99 € ou 99 $ pour cette introduction en ligne qui se compose de 3 modules d'enseignement, de 3 webinaires. Et donc, c'est quelque chose quand même assez intéressant, assez riche. Ça vous donne une excellente idée de qu'est-ce que c'est que la pleine conscience intuitive. Ça vous fait expérimenter la pleine conscience intuitive, la déprogrammation et les soins à l'intérieur d'une application vers soi et vers les autres. Vous avez également des pratiques supervisées dans cette introduction en ligne-là. Donc, c'est un beau début pour commencer l'enseignement, si cela vous dit. Et d'ici, donc, le 31 août, à 99 € ou $ pour ceux qui ça intéresserait. Vous avez également l'opportunité de faire un enseignement donc
personnalisé. Cet enseignement personnalisé, c'est donc l'introduction en ligne module 1 et 2 avec deux autres modules au choix, soit sur la dimension transpersonnelle ou soit sur les chakras. Alors, vous avez donc 4 modules à ce moment-là qui vous sont proposés et c'est vraiment avec une direction très précise, soit sur les chakras, donc on travaille sur l'aspect énergétique et psycho-émotionnel, ou sur le spirituel avec les guides et le soi supérieur. Alors, vous voyez, c'est encore là intéressant, 150 €, 150 $ au lieu de 225 € ou 225 $. Donc, vous avez également la possibilité de faire un enseignement, bénéficier de consultations avec un enseignement en ligne, donc de 3 modules d'enseignement en ligne, avec des consultations également. Donc, si cela vous intéresse, c'est une valeur de 350 € au dollar, et là, c'est 225 € au dollar. Donc, je pense que c'est un prix intéressant. C'est 3 consultations de 1 heure chacune, donc vous voyez que c'est le prix de 225 € au dollar, c'est le prix des 3 consultations. Donc, tout le reste, l'enseignement en ligne que je vous apporte aussi avec ça est finalement gratuit. Donc, ça peut être quelque chose quand même d'intéressant pour ceux que cela intéresserait. Il y a également la possibilité de faire des suivis avec moi de 5 consultations. 5 consultations en ligne uniquement, ce n'est pas en présentiel dont je vous parle. Et ces 5 consultations, c'est une valeur de 375 € normalement, donc 75 € par consultation. Et dans ce cas-ci, la promotion, c'est 300 € pour les 5 consultations, donc ça revient 60 € de l'heure. Alors, c'est un excellent prix pour des consultations en ligne. Alors, ça, c'est une autre promotion intéressante d'ici le 31 août 2017. Pour la formation personnelle maintenant, vous avez donc toujours les mêmes conditions que les 2 dernières fois. 750 €, 750 $ pour la formation de 15 modules d'enseignement avec 16 webinaires. Et vous avez donc 5000 consultations, plus 5000 consultations que j'ajoute avec cette promotion-là, au prix de 750 € au dollar en prix unique. Donc, vous payez une fois 750 € au dollar au lieu de 995 € au dollar. Ou bien, vous pouvez bénéficier également de 12 paiements, donc qui revient à 83 € au dollar par mois pendant 12 fois. Et à ce moment-là, vous payez l'équivalent de 995 € au dollar, mais sans aucun frais d'intérêt ou quoi que ce soit. Donc, ça peut être intéressant, 83 € par mois, ce n'est pas un montant énorme et vous allez bénéficier d'un enseignement très, très complet. Vous avez l'opportunité aussi de faire la formation professionnelle, donc qui propose 5 spécialisations, comme vous le savez, plus l'introduction en ligne, plus 5 consultations qui sont ajoutées. Et ça vous revient à 3000 €, 3000 $. Et vous avez l'opportunité donc de suivre tout cela à ce prix-là. C'est un prix unique, ce que je vous propose là. La valeur étant beaucoup plus élevée, c'est 3500 € au dollar normalement, le prix de ces 5 spécialisations-là, plus j'ajoute 5 consultations, plus l'introduction en ligne. Vous avez également la possibilité de faire la formation professionnelle sous la forme de 24 paiements. Donc, c'est 3500 € au dollar sans frais d'intérêt. Et vous avez 24 paiements qui revient à 145 € par mois pendant 24 mois. Donc, encore là, un prix fort intéressant afin de vous faciliter la tâche pour suivre les formations professionnelles. Et évidemment, si vous avez des questions sur les formations, vous pouvez m'envoyer des mails, je pourrai y répondre sans aucun problème. Par contre, une dernière proposition qui pourrait vraiment être intéressante pour vous, c'est le stage du 30 octobre au 3 novembre. C'est un stage qui est le premier stage, c'est la première spécialisation de la formation. C'est Multiconscience Thérapie, Transformation et Éveil. C'est un stage qui est très intéressant puisqu'il vous donne une initiation de tout l'ensemble de l'enseignement qui est proposé dans la formation professionnelle, donc les 5 spécialisations. Et vous avez c'est vraiment orienté sur les chakras, sur l'aspect psycho-énergétique et psycho-émotionnel. Mais vous avez également, on va toucher les autres spécialisations également pendant le 5 jours du 30 octobre au 3 novembre. Vous avez un prix exceptionnel de 600 € pour l'ensemble de cela. Ça inclut donc l'introduction en ligne que j'ai ajoutée, une consultation en plus de ça. Et vous avez en plus de ça donc 2 modules d'enseignement web. Vous avez également des webinaires qui vont vous être offerts, proposés avec ça. Et vous avez une supervision qui va vous permettre donc d'être reconnu à la fin et de bénéficier d'une certification pour cette spécialisation-là. Donc 600 €, 100 $, mais c'est intéressant parce que c'est un prix fort intéressant puisque ça vous rapproche du 5 spécialisations à 3000 €, 3000 $ dont je vous parlais tantôt. Je vous fais un spécial vraiment très intéressant pour vous inviter donc à ce stage-là. Et si ça vous intéresse, bien évidemment, après ce stage-là, si vous aviez le désir de vous inscrire à la formation, je vous donnerai les mêmes conditions qui existent présentement pour pouvoir suivre la suite.
Donc voilà, c'est quelque chose quand même que je crois qui pourrait être fort intéressant. Si ça vous dit, vous avez simplement communiqué avec moi pour l'une ou l'autre de ces invitations-là. Et on regarde ensemble comment vous pouvez vous inscrire officiellement pour pouvoir le faire. J'ai une question ici. Comment se font les consultations quand on est inscrit à la formation personnelle? Faut-il les demander en dehors des webinaires? Mais ce soir, par exemple, ce n'est pas un webinaire, c'est une conférence. Donc, les webinaires, évidemment, pour ceux qui sont intéressés pour les formations, qui sont dans les formations personnelles, vous allez recevoir une invitation donc demain matin et mercredi matin pour une invitation pour la formation, pour le webinaire de la formation, le webinaire pour répondre à vos questions, et ensuite la pratique supervisée pour mercredi. Vous allez avoir donc une pratique supervisée en ligne qui va se faire sur un autre site que celui-ci, et dans lequel vous allez pouvoir pratiquer entre vous également la pratique. Donc voilà, c'est ça un peu. Donc j'espère avoir répondu à tes questions. Sinon, vous pouvez communiquer avec moi par web, en ligne également, par un email. Et vous me dites effectivement que vous êtes intéressé à une mini-consultation et je regarde avec vous quelles sont les disponibilités. Mais pour ceux, donc il y avait un délai de temps, donc un essai de garantie 30 jours qui n'incluait pas des mini-consultations. Après la garantie 30 jours, ben, les mini-consultations s'appliquent. Donc dès que les garanties 30 jours sont terminées, vous pouvez communiquer avec moi sans problème pour les mini-consultations ou attendre les webinaires pour m'en faire part. Mais de toute façon, il va falloir un contact direct un jour ou l'autre puisque les mini-consultations c'est véritablement une véritable consultation que j'ai avec vous de 30 minutes. Mais c'est quand même très intéressant. J'en fais régulièrement, moi, de ces petites consultations-là avec des gens qui payent. Et ils sont très, très contents de ça parce que ça leur permet de l'intérieur de temps court, de pouvoir vraiment avoir une heure juste de où est-ce qu'ils en sont dans leur vie. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, c'était l'objectif de la petite conférence. J'espère que vous avez apprécié cette conférence sur la dimension plus transpersonnelle et que j'ai pu répondre aux questions qui vous intéressaient. Et si demain vous avez des questions, des interrogations, bien, vous pouvez toujours m'en faire part. Vous allez retrouver la conférence de ce soir sur la page Pleine Conscience Intuitive dans le site YouTube. Donc, si ça vous intéresse, demain matin, probablement que vous allez pouvoir la visionner. Vous allez recevoir un lien, sans doute, un dernier mail qui va donc clore la préinscription et dans lequel vous allez avoir le lien pour cette conférence-là si cela vous intéresse. Donc, voilà. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir bien voulu participer à cette petite conférence et j'espère que vous avez apprécié. Et évidemment, ben, faites-moi des petits commentaires si ça vous dit, ça me fera plaisir. Sur la page YouTube, vous pouvez faire des petits commentaires sous la vidéo. Alors, vous pouvez me faire part un petit peu de qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez découvert et quelle est votre mission de vie, pourquoi pas, et qu'est-ce que vous avez choisi de faire maintenant pour commencer à donner un peu plus de matière à cette mission de vie-là, de quelle façon que vous pouvez cheminer pour que cette mission de vie-là puisse être atteinte. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Très belle fin de soirée à chacune d'entre vous et à chacun d'entre vous. Au revoir.